17h, 19h, l'actu autrement. Avec Rosa Méziane et Malik Kétou sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beurre FM. Très heureuse de vous retrouver dans l'actu autrement tous les vendredis de 17h à 19h. 2 heures de débat intense, d'échanges, de discussions pour décrypter l'info. Bonsoir à tous. Et notre micro de ce soir pour nous accompagner, Amine El-Khatmi, président du Printemps républicain. Bonsoir. Bonsoir. Arnaud Gallet, anthropologue et directeur de l'association Enfants Présents. Bonsoir. Bonsoir. Samuel Gribowski. C'est bien ça? Je te remercie. Cofondateur, c'est pas exact. Non, alors dis-le. C'est comment? C'est Gribowski, mais... Gribowski. Pardonne-moi pour toutes les fois où je vais pas réussir à le faire pendant cette émission. C'est pas grave. Cofondateur de Coexister et enseignant à Sciences Po. Et Juliette Decausan, cofondatrice d'Eurocratia et présidente de Égalité Ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de dérouler le sommaire de ce soir, je voudrais avoir une pensée chaleureuse pour mon ami Malik Kétou, co-animateur de cette émission, pour sa famille endeuillée. Il a perdu son frère et c'est toute une famille qui perd un fils. Nasser Yetou, je vais essayer de le faire sans pleurer, enterré ce soir à Maison-Alfort. J'aimerais qu'on ait une pensée pour ce papa qui laisse une femme courageuse. Tâche-là, et ses 3 magnifiques enfants, Samy, Maïssa et Naoufel. Nasser, si tu veux bien veiller et prendre soin de toute ta famille là-haut, on t'embrasse. Et au sommaire de ce soir, la France en alerte. L'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence sécuritaire avec le plan Vigipirate. Le pays fait face à de grandes difficultés. Nous reviendrons en première partie sur la série d'attentats qui a touché notre pays ces dernières semaines. Les anciens locaux de Charlie Hebdo, l'enseignant Samuel Paty et il y a quelques jours, et puis hier, bien sûr, la basilique de Nice, le consulat français à Jeddah en Arabie Saoudite, et puis aussi une tentative d'assassinat ou d'agression à Avignon, perpétrée, semble-t-il, par un identitaire d'extrême droite. Sommes-nous condamnés à être impuissants face à la recrudescence d'attentats islamistes sur notre sol? Faut-il s'attendre à une augmentation des attentats de l'extrême droite à l'encontre des Français de confession musulmane? Les puissances étrangères, notamment celles de la Turquie et du Maroc, ont-elles une responsabilité dans le climat de tension actuel? On en parle tout de suite. Et puis nous reviendrons sur ce second confinement après des semaines où des spécialistes annonçaient qu'une deuxième vague était impossible ou improbable. On essaiera de comprendre si les dernières mesures sanitaires sont nécessaires ou suffisantes pour endiguer cette pandémie. On tentera également de comprendre ensemble comment et pourquoi on peut aller à l'école, on peut aller au travail, mais pas chez une esthéticienne ou un coiffeur. Et nous reviendrons également sur les mesures économiques inédites pour sauver les commerçants, les artisans et toutes les entreprises affaiblies et impactées par la crise depuis des mois. Émission spéciale état d'urgence Covid, état d'urgence attentat. Tout de suite dans l'actu autrement. 17h, 19h, l'actu autrement. Avec Rosa Méziane et Malik Kétou sur Beurre FM. Alors avant de dérouler l'émission aujourd'hui, on est dans un climat un petit peu particulier puisque sur Twitter a été déclenchée une petite polémique entre Amine El-Khatmi ici présent et Samuel Gribowski, si je ne dis pas de bêtises, concernant vos 2 associations, enfin Parti politique pour Printemps républicain et l'association Coexister. J'avais promis un temps d'échange pour que chacun puisse s'expliquer. Qui souhaite prendre la parole en premier? Allez-y, puisque c'est vous qui avez porté... Alors, c'est moi qui commence. Alors, vas-y Samuel. Non, d'abord, avant de revenir sur ce qui s'est passé, je vais dire que j'apprécie la présence de monsieur El-Khatmi sur le plateau parce que c'est très rare qu'on ait l'occasion de s'expliquer entre le Printemps républicain et Coexister. Donc, quand on peut le faire, il faut le faire. Et donc, j'apprécie la démarche. Effectivement, moi, ce matin, j'ai été une fois de plus agacé par les prises de position de monsieur El-Khatmi du Printemps républicain parce que... Comme beaucoup de Françaises et Français, j'ai l'impression que le Printemps républicain existe surtout en période terroriste, en période de violence, et que la médiatisation du Printemps républicain est très très élevée, et que du coup ça responsabilise beaucoup ses porte-paroles et ses participants. Et je pense qu'aujourd'hui, les thèses qui sont défendues par le Printemps républicain, en particulier celles qui consistent à se méfier en permanence de celles et ceux qui luttent contre l'islamophobie en faisant peut-être des complices ou des collabos de l'islamisme radical, ce sont des thèses qui sont délétères et qui favorisent la banalisation de la pensée de l'extrême droite. Et je pense que si le gouvernement, ces dernières semaines, aujourd'hui, a repris toute une sémantique de l'extrême droite en parlant d'islamo-gauchisme, etc., le Printemps républicain n'y est pas pour rien, parce qu'il a fait connaître cette position, il l'a normalisée, puisque c'est plutôt des gens de gauche à l'origine du Printemps républicain, et donc il a montré qu'on peut être de gauche et identitaire. Donc je trouve ça effectivement très inquiétant. Et pour terminer, avant d'entendre la réponse de M. El-Khatmi, moi, ce qui me préoccupe beaucoup et qui me surprend positivement, c'est que Coexister, comme beaucoup d'autres associations, comme la Ligue, comme la LDH, comme beaucoup de militants de différents partis de gauche, sont accusés souvent par le Printemps républicain d'être des collabos. Et donc, pour la première fois où je me suis dit, je vais exprimer cette colère-là, moi aussi, en disant, il y en a marre des thèses du Printemps républicain, j'entends de la part de M. El-Khatmi qu'il faille s'en excuser.
J'ai envie de dire, si seulement tout le monde respectait cette règle. Moi, je veux bien arrêter de taper, mais dans ce cas, que la réciproque soit vraie aussi. Amine. Vous mentez. Vous mentez, c'est pas très bien. Jamais, pas une seule fois, ni à l'oral, ni à l'écrit, je ne vous ai traité de collabo. Jamais. Et je suis le président du Printemps républicain. Donc, lorsque vous parlez du mouvement, lorsque je parle, j'engage la parole du mouvement. Alors après, si vous allez trouver un troll anonyme qui a une photo de chat et un pseudo en Toto 78 et qui vous traite de collabo, ce n'est pas mon affaire. Et souvent, d'ailleurs, ce ne sont même pas des gens qui sont adhérents du Printemps républicain. Moi, j'engage sa parole dans le débat public. Jamais, je ne vous ai traité de collabo. Vous avez écrit, le Printemps républicain est évidemment dans la mouvance identitaire. Nous devrions être vigilants face aux associations comme le Printemps républicain qui ont besoin du terrorisme pour exister médiatiquement. Quasiment à deux doigts d'être accusés d'armer les terroristes parce que ça nous arrangerait qu'il y ait des attentats. Comment pouvez-vous écrire, vous dites qu'on a besoin du terrorisme. Moi, je n'ai pas besoin du terrorisme. Ça fait 5 ans que dans le débat d'idées, je défends des idées qui, pour vous, paraissent des idées d'identitaires et qui feraient le jeu de l'extrême droite. Je viens d'Avignon, monsieur. Moi, je ne suis pas né dans le 15e arrondissement de Paris. Je viens d'un département où le Front National a gagné ses premières villes. Orange. D'une ville où le Rassemblement National, Avignon, j'en ai été l'adjoint au maire, fait 35%. Dans des quartiers politiques de la ville où je suis né, où j'ai grandi, dont j'ai été l'élu. Moi, je peux vous parler très concrètement de ce que ça veut dire une discrimination lorsque vous êtes un petit gamin de quartier. Je peux vous parler de rénovation urbaine, je peux vous parler de politique de la ville, je peux vous parler de ce qu'on fait dans les écoles qui sont en réseau d'éducation prioritaire, je peux vous parler de l'accompagnement social de familles qui sont en difficulté. Pour moi, ce n'est pas des théories ou des textes que j'ai lus à Sciences Po. C'est des choses que j'ai vécues dans ma chair. Et donc, venir m'accuser, avec le parcours que j'ai et avec les combats que je mène, de faire le jeu de l'extrême droite, c'est une ignominie. Vous avez le droit de la porter. Il y a deux et choses puis, différentes. je vais vous dire, monsieur, je vous laisse terminer. Je vais vous dire, je termine. Vous m'accusez de prendre la parole quand il y a un attentat et d'avoir dit on vous a alerté. Vous, le 20 septembre dernier, c'était pas il y a 2 ans, c'était pas il y a 5 ans, c'était pas il y a 10 ans, je vous aurais donné l'excuse d'avoir pu changer d'avis. Le 20 septembre dernier, vous écriviez « Il n'y a pas de problème d'islamisme significatif en France ». Voilà. Écoutez, moi je préfère, monsieur, après un attentat, venir dire « On vous l'avait dit, on vous a prévenu », que plutôt venir dire « Je suis désolé, il y a 3 semaines, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de problème, et puis là, on est en train de compter les nombres de têtes décapitées dans les rues du pays. » Alors si c'est en appeler à la République, défendre le féminisme universalisme, se battre pour la laïcité, se battre pour la liberté d'expression. Je ne vous ai pas beaucoup vu aux côtés de Charlie Hebdo. Nos amis qui sont menacés de mort, qui sont sous protection policière, moi je suis avec eux quasiment toutes les semaines pour défendre la liberté d'expression. Si ça, je termine ma phrase, si tout ça, en gros, si défendre la République c'est être un identitaire, alors c'est certain qu'on n'a pas grand-chose à se dire, mais je suis quand même venu vous le dire les yeux dans les yeux parce que je préfère ça au tweet. Très bien, j'apprécie beaucoup parce que c'est très rare. Samuel, une réponse et puis comme ça on enchaîne directement sur les attentats. Mais on peut continuer à discuter. Je pense que dans ce qui est dit, on va partager en façade la plupart des valeurs qui sont évoquées ici. Sur la question en particulier de l'islamisme significatif, moi je pense justement que dans la façon de lutter contre le terrorisme islamiste, il faut arrêter de laisser entendre que l'islamisme politique est un mouvement politique de fond en France. Aujourd'hui, l'islamisme politique est un mouvement extrêmement marginal. Il est extrêmement minoritaire et comme il est marginal, c'est parce qu'il est marginal que nous allons réussir à le vaincre. À force de dire que l'islamisme politique représente un mouvement majeur, on lui donne le crédit, on lui fait cette publicité. Or, bien sûr, même s'il est très marginal, il est extrêmement violent. Personne ne le nie. Tout le monde veut que l'islamisme politique disparaisse en France. C'est notre objectif à toutes et tous. Ce que je critique de la part du Printemps républicain, c'est de faire comme si la France insoumise, une partie du PS, une partie de ELV, les assos qui travaillent sur les discriminations font partie de l'islamisme radical. Ça, c'est extrêmement dangereux. Parce que c'est laisser entendre que la menace est partout et ça me rappelle les mauvais jours du macartisme où on voyait du communisme à tous les coins de porte parce que on se méfiait de l'Union soviétique. Et c'est ça qui est absolument problématique. Sur ce que vous dites sur Charlie, c'est complètement faux. J'ai toujours soutenu Charlie Hebdo. De là à être présent avec eux, je les connais pas et je suis pas sûr qu'ils apprécieraient ma présence parce qu'on n'est pas sur la même ligne idéologique par rapport à la laïcité. Ils ont notre soutien, ils ont mon soutien. Les caricatures de Charlie Hebdo sont montrées dans tous les groupes coexistés dès qu'on en a l'occasion. Je les partage sur Twitter à chaque fois qu'il faut prendre le risque de le faire. Donc c'est encore une fois une fausse accusation. Si seulement nos différences étaient juste des petites différences de point de vue, dans ce cas, pourquoi est-ce que le Printemps républicain et Coexisté ne travaillent pas ensemble? Je pose la question. Je pense que si on le fait pas, c'est parce que les différences sont plus profondes que ça. Et j'assume encore une fois de dire que je pense que le Printemps républicain aujourd'hui est dans la mouvance identitaire parce que vous avez fait de la laïcité un principe moral et culturel alors que la laïcité devait être et doit être, je le crois,
un ensemble de règles, de droits et de devoirs qui régissent la vie en société. Or, à chaque fois qu'elle est revendiquée aujourd'hui, la laïcité est revendiquée comme un principe d'appartenance qui représente presque une espèce de valeur morale exaltée, fantasmée, et qui du coup créerait un clivage entre les militants anti-islamophobie. Donc si vous avez vécu la discrimination dont vous parlez, pourquoi, et je finis là-dessus, on ne peut pas ensemble travailler contre l'islamophobie? Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas aussi? Retour de question. On va pas faire je pense que chacun aura clarifié voilà, déjà les positions, et c'est une bonne chose. Donc je réponds en 30 secondes. D'abord, moi je réfute le terme islamophobie parce que pour moi c'est une critique c'est le refus de la critique de la religion. Moi, lorsqu'on s'en prend à des musulmans en tant qu'individu, en tant que croyant, ça me révulse, ça m'insupporte et je suis de toutes les mobilisations. En revanche, laisser s'installer l'idée qu'on n'a pas le droit de critiquer une religion, c'est ce qui a coûté la vie à des dessinateurs, à Samuel Paty. D'accord, mais c'est pas votre vision. Heureusement. On travaille pas ensemble parce que pour le coup, moi par exemple, je n'ai pas travaillé avec le CCIF, je n'ai pas travaillé avec Nabil Nasri, je n'ai pas signé la pétition Tous Unis avec un certain nombre de gens fort peu fréquentables. D'ailleurs, je crois que vous avez reconnu à Gilles Clavreul que vous aviez été un peu maladroit sur ce coup. Ce serait bien que de temps en temps, vous reconnaissiez vos fautes. Comme on va pas faire un tête-à-tête, vous voyez, je suis quand même aimable. Je vous ai amené mon livre, vous voyez, puisque vous dites que je passe mon temps. Oui, avec plaisir la prochaine fois. Ça veut dire qu'il y aura peut-être une deuxième invitation voilà, ensemble, avec donc c'est pas mal. Donc je vous ai amené mon livre, je vais vous mettre un petit mot bien aimable, et puis vous verrez, vous voyez juste en lisant les chapitres, il y a un chapitre sur les fonctionnaires, il y a un chapitre sur travail, dignité, fiscalité, l'avant-dernier s'appelle la bataille de l'intégration, et le dernier s'appelle écologie républicaine. Alors pour des obsédés de l'islam, de l'islamisme, du terrorisme, etc., je trouve que c'est quand même assez diversifié, donc je vous mettrai un petit mot et je vous le laisserai en fin d'émission. Ah, donc j'attends le mot, d'accord. Eh ben, écoutez, au moins, ça aura été clair. Alors, très rapidement, du coup, parce qu'on a bien entamé cette première partie, on a quand même un certain nombre d'attentats qui posent question sur notre territoire, si je devais les rappeler. Donc, on a sur la basilique de Nice, donc un assaillant qui a assassiné 2 femmes et le sacristan qui se trouvait dans l'église dès l'ouverture. Juste après, on a appris que le vigile du consulat de France à Jeddah avait lui été attaqué au couteau à Avignon, donc la ville dont est originaire Amélie El Khatmi. Là, c'est apparemment un identitaire ou quelqu'un qui aurait des proximités avec Génération Identitaire, qui avait lui des antécédents psychiatriques, selon plusieurs sources, il aurait agressé un épicier d'origine maghrébine et puis ensuite un certain nombre de passants en faisant, semble-t-il encore une fois, un salut nazi. Il a été abattu par les forces de l'ordre puisqu'il était armé. Sur Twitter, on a également le journaliste et militant Tahar Bouafs qui a posté un screenshot, donc une copie écran d'une discussion Telegram animée visiblement par Damien Rieu de Génération Identitaire, où l'un des participants explique qu'il aimerait, en tout cas qu'il souhaite et qu'il est en préparation avec un attentat en fait d'une mosquée et qu'il ne souhaite pas faire seulement 2 ou 3 morts. C'est la question que je poserai tout à l'heure, peut-être juste après la pub, mais est-ce qu'on n'est pas en train de prendre la route qu'avait dessinée Gérard Collomb sur cette France qui se fait face à face? Est-ce qu'on n'est pas sur les prémices d'une guerre des religions dans notre pays? Parce qu'on a l'impression que les gens s'opposent, pas sereinement dans le cadre d'un débat, mais physiquement, idéologiquement. On a des manifestations de Génération Identitaire qui ont eu lieu devant la basilique de Nice en scandant Islam dehors, Islam hors de France. Je reste assez surprise et désolée de tout ce qui se passe en France. Je pense qu'on va en parler juste après la pub avec nos invités. À tout de suite dans l'Actu Autrement. De retour dans l'Actu Autrement avec nos invités au plateau. Amine El Khatmi, président du Printemps républicain. Samuel Gribowski, cofondateur de Coexister et enseignant à Sciences Po. Juliette Decausan, cofondatrice d'Eurocratia et présidente chez Égalité Ensemble. Et également Arnaud Gallet, anthropologue et directeur de l'association Enfants Présents. Alors, je vous l'expliquais juste avant la pub, on a de fortes tensions communautaires, ou en tout cas exprimées comme telles dans notre pays. Arnaud Gallet, on est en train de créer une guerre des religions en France ? Moi, je pense que je suis pas convaincu qu'on soit en train de créer une guerre de religion. Je pense que néanmoins, il y a bien une reprise politique de ce type de situation. Il y a bien un traitement, bien entendu, qui est à faire de ce type d'affaires. Il y a un traitement en se disant qu'évidemment, il faut bien différencier l'islam de ce qui se passe et des personnes qui revendiquent tuer au nom d'eux, quelles que soient les religions. Et d'ailleurs, ou même, parce qu'on parle de l'islam, on oublie effectivement ce qui s'est passé à Avignon, où c'est pas justement un intégriste ou autre qui a
réagit, donc il y a bien effectivement cette dimension-là. Moi, je pense qu'on est surtout en train de faire abstraction de la violence en fait des choses, et de la manière dont on doit le traiter en société. Moi, c'est ça qui me perturbe un peu. Donc c'est l'ensauvagement de la société de manière générale. Alors je sais pas si je dirais jusqu'à l'ensauvagement. Pour reprendre les mots du ministère de l'Intérieur. Voilà. Moi, je pense que réellement, il y a une dimension traumatique qui est à ne pas négliger du tout et qu'on néglige complètement. Quand on voit cette question des attentats aujourd'hui, on reparlera tout à l'heure du confinement, finalement, qui parle aujourd'hui dans l'espace public de la manière dont on accompagne ce discours-là, cette violence finalement qui s'opère aussi sur les personnes de manière globale, c'est-à-dire que quand vous êtes parent, quels mots vous mettez pour vos enfants, par exemple, pour parler de ces situations-là. J'ai l'impression qu'il y a une forme, on laisse ça un peu à l'état naturel en fait des choses et chacun en fait s'approprie cet espace-là, ce qui laisse lieu, à mon sens, à certaines dérives qui des fois sont forcément à condamner. Enfin, je trouve que la manière dont certains retraitent cette information-là est plus que condamnable à mon sens. J'entendais hier, peut-être pour être plus dans le concret, notamment, je crois que c'est sur France Info, il y avait l'intervention d'un policier en charge justement au niveau de la DGSI qui disait bien que en fait ce qui manque aujourd'hui cruellement c'est aussi une capacité pour les forces de police de mieux comprendre quelles sont les personnes qui agissent. On parlait de psychiatrie etc. Aujourd'hui il y a de vraies questions qui se posent de fond sur le traitement qui sont complètement... C'est-à-dire sur les profils ? Sur les profils, directement. C'est-à-dire qu'il y a bien des profils, on le voit bien. Et malheureusement, aujourd'hui, avec cette question de confinement, de crise sanitaire, on sait aussi que ce sont des phénomènes qui peuvent être aussi déclencheurs pour des personnes qui ont une réelle fragilité. Et on sait bien aussi qu'il y a des personnes qui sont avides aussi de ce type de profil pour être en capacité justement d'activer quelque chose. Donc il y a quelque chose qui est tout à fait spécifique et la police le dit, c'est là-dessus qu'il manque de moyens. Ils le savent en fait réellement, sauf que les moyens, c'est pas tant des moyens humains, c'est une réelle stratégie par rapport à ça. Et je trouve que là aussi, je dis pas qu'on se trompe de combat, bien sûr, faut le dénoncer. Enfin, il y a pas de question, je dirais par rapport à ça, qui dénonce pas pour une caricature, pour d'autres, etc. Ce qui se passe, c'est abject. Il y a pas de mots. On peut multiplier les qualificatifs, sauf que dans le fond du sujet, sur la manière dont on traite en société, sur la première dimension traumatique, la manière dont on va parler de ces événements, je trouve que c'est assez creux. Moi, je suis désolé de le dire de cette manière-là. Sur la question de l'embrigadement également. La question de l'embrigadement, puis même tout simplement la question, enfin bon sang, on est aujourd'hui de plus en plus sur la chaîne d'information en continu où vous avez des scènes ignobles qui passent, etc., où tout le monde, il y a des mots quand même qui sont employés, qui accompagnent ces discours-là au niveau des enfants, etc. Il y a pas de protection, il y a pas de filtre, et il y a un réel danger par rapport à ça qu'on va relancer après sur d'autres en disant oui, mais il y a un islamisme au niveau de certains quartiers et autres. Je suis pas convaincu. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu plus complexes par rapport à ça. Je pense que on a aussi une responsabilité collective et il y a certaines vigilances à avoir, d'autant plus qu'on est dans une période qui est quand même trouble, crise sanitaire qui nous met quand même dans des situations de vie hyper complexes. Le confinement, je veux dire, c'est pas des moindres. On rajoute au confinement une alerte, une vigilance attentat plus avec là aussi encore d'autres craintes. Donc ça veut dire que les gens en fait on se sent complètement dépossédés de notre liberté pour différentes raisons et finalement on ne le traite pas. Et moi je trouve ça vraiment dramatique en termes de santé publique. Juliette de Cauzan, est-ce que réellement aujourd'hui on a les capacités humaines, intellectuelles, stratégiques pour lutter contre la question djihadiste ou l'islam politique en France ? Oui. Je pense que oui, on a les capacités intellectuelles. S'il y a bien un pays qui peut lutter contre l'islam radical, alors je vais parler d'islamisme, parce que pour moi, il est bien évident que c'est un sectarisme, qu'il s'agit d'une séparation d'avec les religions musulmanes. Il faut qu'il y ait un aboutissement de cette idée aussi que le sectarisme concerne toutes les religions. On a eu cette idée, les catholiques en France sont très habitués à la notion de secte. Ils se sont battus contre les hérétiques, enfin ils les appelaient comme ça. Il y a eu des guerres de religion. Donc en fait, les chrétiens, je vais parler de façon globale, ils ne se sentent pas forcément atteints quand il y a un extrémiste chrétien qui va faire un attentat. Ils ont dans l'idée, c'est une secte. Et il faudrait aujourd'hui que les musulmans, en particulier les Français musulmans, comprennent, et ça c'est très important, qu'ils sont français, que lorsqu'il y a un attentat et qu'on dénonce l'islamisme radical, c'est une secte que l'on dénonce, ce ne sont pas, et ils ne doivent pas se sentir concernés aussi personnellement que j'ai l'impression qu'ils se sentent plus concernés que lorsqu'il y a un attentat fait par exemple par un chrétien radical. Quand il y a un attentat par un chrétien radical, les catholiques ils se sentent pas visés.
Enfin, bon, je dis ça. Et en même temps, on n'a pas connu d'attentat chrétien Oui, depuis... de quand le dernier Alors, en Nouvelle-Zélande, vous en avez eu France, oui. Voilà, l'identitaire en question, bon, il y aura des recherches qui seront faites. Il a été abattu. On ne sait pas quelles sont ses motivations. Peut-être qu'il y a une motivation aussi religieuse derrière. On ne peut pas le savoir. Mais le discours de génération identitaire, c'est la France judéo-chrétienne. Eh ben, alors, dans ce cas-là, il est bien évident qu'à un moment donné, il est très important que les Français, tous, comprennent que la République ne fait pas dans l'ethnicité ni dans la religion, elle fait dans la laïcité. Donc ça veut dire qu'elle ne reconnaît pas le caractère religieux des personnes, elle autorise, voilà, il y a la liberté de culte, il y a la liberté de conscience, mais vous, en tant qu'individu, on n'est pas en fait reconnu en tant que chrétien, en tant que musulman, en tant que ceci, en tant que cela. Ce qui va compter pour la République, c'est le respect de l'ordre public, le respect de la laïcité, de l'égalité, de la liberté, de la fraternité, de toutes ces valeurs. Alors quand vous me demandez, est-ce que la République a les moyens intellectuels de lutter contre l'islamisme radical, je dirais oui, c'est peut-être elle qui a la clé puisqu'elle a lutté contre l'intégrisme catholique pendant des siècles. Et qu'il ne faut pas oublier qu'au moment de la Révolution française, ils ont fait en sorte de couper le cordon quand même entre la France et le Vatican. Ce qu'aujourd'hui il faut, c'est qu'on coupe le cordon entre l'islam de France et l'étranger. Et l'étranger. C'est ça ce qu'on cherche à faire. En fait, la République aujourd'hui fait avec la religion, je dirais, musulmane, et il y en a plusieurs, hein, on le sait très bien, c'est pas si simple que ça. Ce qu'elle cherche à faire, c'est à couper ce cordon comme elle a pu couper le cordon à l'époque entre le catholicisme et le Vatican. C'est la tradition gallicaniste de la France qui s'exprime ici. Et ce n'est qu'une continuité séculaire. Ce n'est pas contre les musulmans, ce n'est pas contre les catholiques, ce n'est pas contre les religions en général, c'est pour la République, c'est couper le cordon. Amine El-Khatmi, couper le cordon avec l'islam consulaire ou l'islam qui viendrait des pays étrangers quand il a été quand même presque légué à ces pays d'origine, comment on fait aujourd'hui concrètement ? C'est très difficile. Juste en 2 secondes pour réagir à votre propos. Je suis pas persuadé, alors c'est un vieux débat et j'entends et respecte toutes les positions, qu'il faille totalement finalement se donner bonne conscience en disant aux musulmans l'islamisme n'est pas votre problème. Vous avez beaucoup d'imams, commencé par des responsables du culte français musulman, Tariq Obrou, Monsieur Al-Moussaoui et bien d'autres, le grand recteur de Paris, qui disent l'islamisme est le cancer de l'islam, c'est la maladie de l'islam. Il y a des liens, évidemment, qu'il faut clarifier, il faut regarder dans le détail, mais on ne peut pas se séparer en disant ce n'est pas votre problème, ça n'a rien à voir. L'imam Bajrafil, la semaine dernière, qui était présent, effectivement, expliquait que l'islamisme était un problème français, mais aussi un problème lié à l'islam. Voilà. Et que, alors, lui était un petit peu plus précis sur la question, en fait, théologique du terme, où il fallait revoir ce qu'on appelle le fiqh, selon lui, donc le droit, en fait, musulman, qui, de par les siècles, a été revu et qui, de manière contemporaine, ne l'est pas suffisamment. Donc voilà, c'était l'explication théologique. Je suis pas loin. Oui, je termine en 30 secondes. Vous parliez des catholiques. Ils ont fait un travail, ils ont mené un travail interne, les catholiques. Et donc, il faut aussi... Alors, ça pose la question de quelle autorité, comme il n'y a pas d'autorité suprême dans le monde. L'injonction, elle est vaine. Voilà, donc, qui le fait ? Mais il faut le faire. Je veux dire, lorsque vous prenez le texte sacré, le Coran, oui, vous avez des sourates qui, dans le contexte d'il y a plusieurs centaines d'années, ont été écrites dans un contexte complètement différent et qui aujourd'hui sont juste pas acceptables. Comme d'autres dispositions qui sont moins choquantes, par exemple sur le droit à l'héritage, le fait qu'une femme en droit musulman a la moitié moins, une part de moitié moindre qu'un homme au moment de l'héritage. Bon, dans des sociétés comme les nôtres où on a des standards en matière d'égalité femmes-hommes et de droits des femmes qui sont un peu différents, on peut considérer que c'est des choses qui sont pas tout à fait normales. Donc simplement, j'entends ce que vous dites, je respecte, mais je pense que essayer de
couper complètement en disant c'est du sectarisme, ça ne vous regarde pas, je suis pas sûr que ça aide beaucoup les musulmans. Alors, j'aimerais répondre, si c'est possible. Je vous redonne la parole juste immédiatement sur la question du Coran. Et alors, j'invite les auditeurs à revoir l'émission de la semaine dernière. Mais il expliquait que le Coran, lui, ne parle pas. Ce sont uniquement des hommes qui le font parler. Évidemment. Et que donc, ce n'est qu'une question d'interprétation. Et ce qui est à revoir, ce sont les interprétations qui ont été faites à travers les siècles. Et demander, en fait, une revisite du... Oui, mais qui l'a fait des hommes. C'est ce qu'il disait. Il disait, lui, le Coran lui-même n'est pas à remettre en cause. Les interprétations à travers les siècles sont, elles, à remettre en cause. Oui, mais qui fait ce travail? C'est ça la question. Et c'est justement ce qu'il souhaitait. Alors, il expliquait qu'il fallait de toute façon des hommes et de l'argent pour une organisation, alors nationale ou internationale, pour que ce travail soit fait, puisqu'il n'a pas été fait depuis des années. Je vous laisse juste répondre à Monsieur El Khatmi, et puis on passera à Samuel. Moi, je vais juste vous dire que c'est pas notre problème. La République ne reconnaît pas les religions. En tout cas, pour moi, la laïcité, les principes d'égalité, de liberté, de fraternité sont non négociables. Les personnes musulmanes s'organisent comme elles le souhaitent avec leurs problèmes d'islamisme radical et tout ça. Je pense bien sûr qu'il faut lutter contre le sectarisme, qu'il soit musulman ou d'autres religions. Effectivement, il y a sûrement beaucoup de difficultés en raison... je pense qu'en fait, ce qui se passe peut-être, et ça c'est une interprétation personnelle avec la religion musulmane, c'est que contrairement à la religion catholique, effectivement, il n'y a pas un chef spirituel, il n'y a pas de clergé clair, mais il y a beaucoup de pays qui instrumentalise aussi l'islam pour des raisons politiques et d'influence. Donc ce qui se passe quand moi je vous dis qu'il faut couper le cordon avec l'étranger, c'est que il faut faire en sorte que l'islam en France ne soit pas instrumentalisé pour des objectifs de politique étrangère d'autres pays. Samuel, est-ce que c'est au rôle de l'État de permettre l'organisation de ce culte ou est-ce qu'il a juste un rôle de facilitateur ? Il a un rôle de facilitateur, bien sûr. Là, je rejoins le point de vue sur la laïcité. Si l'État reconnaît aucun culte, il peut pas rentrer dans le fonctionnement d'un culte, ça c'est clair. Mais je pense que les musulmans le font déjà beaucoup. Enfin, il y a une prise de conscience qui est majeure depuis des années, qui est de plus en plus explicitée. Enfin, rien que cette semaine, on compte pas le nombre de tribunes de personnes qui s'affichent publiquement comme musulmans, des théologiens. Je pense à Omer Marunjou, même à l'imam Bajrafil dont vous parliez, qui était là la semaine dernière. Ils font ce travail déjà très clair. Donc, il faut que ça continue. Il faut le permettre, il faut l'encourager, il faut le valoriser. Et d'ailleurs, des mouvements d'éducation populaire comme le nôtre ont un rôle important, puisque quand ils vont choisir à quel imam est-ce qu'ils donnent la parole, par exemple sur une action locale d'un groupe coexisté, ils participent en fait indirectement à renforcer un message plutôt qu'un autre. Et donc bien sûr les imams dont on parle ici, qui sont les imams qui font ce travail d'ijtihad, d'interprétation permanente et donc de changement justement de la notion des firques, et ben eux sont ceux qu'on doit mettre en avant, et c'est ce qu'on doit faire. Je pense que sur l'islamisme radical, on a deux faiblesses dans la difficulté à le détruire en tant qu'idéologie, puisqu'on sait bien que le processus qui mène à la violence est un long processus dans lequel il y a beaucoup d'ingrédients et que l'idéologie est un de ces ingrédients. Lesquels ? Les ingrédients? Ils sont connus. D'abord, l'ingrédient de base, si on regarde le travail du CPRMV, qui est le plus grand centre de recherche québécois, qui a comparé plus de 2000 trajectoires de djihadistes occidentaux, ils ont fait une étude très approfondie des ingrédients de ce qui mène vers la violence. Le premier, la base, c'est la remise en cause de la promesse du vivre ensemble. Il y a une promesse qui est faite par la société de on va respecter la liberté, l'égalité, la fraternité. La trahison du pacte républicain. Exactement. Parce que le pacte républicain est trahi, du coup, il y a le doute qui s'installe. Après le doute, le deuxième niveau, c'est la rupture du lien avec la famille, avec les associations, avec les amis, avec l'école, avec les enseignants, etc. Rupture sociale. Et le troisième ingrédient, qui vient seulement à la fin, quand les deux ingrédients premiers ont été cochés, c'est l'ingrédient de l'idéologie. C'est là que l'islamisme radical arrive comme idéologie. Quand il faut détruire l'islamisme radical, d'abord, il faut aussi qu'on ait les moyens de lutter contre les deux autres briques, c'est-à-dire la rupture du lien, d'où l'importance qu'il y ait des mouvements qui construisent du lien social, et lutter pour que la République soit à la hauteur de sa promesse. Mais si on se concentre sur l'idéologie, pour moi, on a deux carences républicaines. La première carence, c'est qu'on le définit mal. Quand on laisse publiquement, médiatiquement, entendre que l'islamisme radical commence avec une femme voilée, on fait une énorme faute, et c'est ce qu'on a fait avec l'Assemblée nationale récemment, et on le fait tout le temps en permanence. Pourquoi on fait une faute ? D'abord parce qu'on touche des victimes innocentes, qui sont victimes de l'opprobre et de l'insulte et de l'anathème, alors que ce sont des personnes qui sont républicaines. Quand on est engagé dans un syndicat comme l'UNEF, on est évidemment républicain. Et ensuite, on fait une autre erreur, c'est qu'on fait gagner du temps aux islamistes radicaux, qui profitent de la diversion qui est organisée justement par cette peur au mauvais endroit, pour continuer leurs petites affaires. Donc ça, c'est mon premier problème, moi, en tant que réponse républicaine, c'est la définition de l'islamisme radical. Ok.
Et j'en ai un deuxième, mais peut-être qu'il faut qu'on fasse... En 10 secondes. En 10 secondes, non mais on va le faire après la pub alors. Mais très bien, il me fait mon lancement à ma place. On se retrouve dans un instant pour parler justement des différents critères qui mènent à des parcours djihadistes dans l'Actu Autrement. À tout de suite. 17h, 19h, l'Actu Autrement, avec Rosa Méziane et Malik Kietou sur Beurre FM. Merci d'être à l'écoute de l'Actu Autrement. Nos invités au micro ce soir, Amine El Khatmi, Arnaud Gallet, Samuel Gribowski, je vais réussir à la fin de la journée, et Juliette de Causans. Alors nous étions, juste avant la pub, on avait la parole auprès de Samuel. Tu nous avais expliqué en fait les différents critères et les différents parcours des profils de djihadistes, et je te laisse terminer ton propos. Djihadistes occidentaux, il faut être précis, parce qu'ils ont une trajectoire très particulière dans leur histoire, c'est pas du tout pareil que les Syriens ou les Irakiens par exemple. Mais bon, là on reste sur les Occidentaux. Et donc la deuxième erreur pour moi qu'on fait au niveau républicain sur la lutte contre l'islamisme radical en tant qu'idéologie, la première c'était qu'on en fait une mauvaise définition, la deuxième c'est qu'on en amplifie la taille. Et c'est pour ça que je reviens sur la notion, quand je parle de significatif, le mot significatif il est très volontaire, c'est-à-dire que personne ne dit, et moi le dernier, qu'il n'y a pas d'islamisme radical en France. Personne. Et je le redis, oui, il y a un problème avec l'islamisme radical. La question c'est de dire quelle est son ampleur, quelle est sa taille. Aujourd'hui, quand Coexister va voir des associations qui sont ostensiblement musulmanes ou qui luttent pour les droits des personnes musulmanes, je pense à l'ALAP par exemple, et qui est aussi souvent accusée d'être collabo à tort, eh bien, quand on discute avec l'association, on leur demande pourquoi est-ce qu'il est si compliqué de lutter contre l'islamisme radical. La raison principale, c'est que la plupart des musulmans aujourd'hui ne le croisent jamais. Ils ne le croisent jamais, c'est extrêmement rare d'y être confronté. Alors il y a l'étude de l'Institut Montaigne qui avait sorti ce chiffre que 28% des Français musulmans y seraient sensibles. D'abord le chiffre porte à caution parce que derrière il y avait un sous-groupe qui était vraiment radical de 13%. Même si c'est entre 13 et 28%, ça veut dire qu'on peut imaginer qu'au minimum, il y a 2/3 des Français musulmans qui ne sont jamais dans leur quotidien confrontés à de l'islamisme radical. Par contre, ce que 100% des Français musulmans font comme expérience, c'est celle de la discrimination, de l'exclusion et donc souvent de l'anathème. Donc quand on parle de l'islamisme radical en l'amplifiant, c'est là où on fait une deuxième erreur. C'est qu'à croire qu'il règne dans toutes les mosquées qu'il est présente, on se dit c'est facile, il suffirait que toutes les imams fassent un petit prêche en disant la violence c'est mal, arrêtez de critiquer Charlie, etc. Ce serait réglé. Mais c'est pas vrai. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quand on a regardé les profils des attaques du Bataclan, il y a 2% des personnes radicalisées qui l'ont été par une mosquée. 98% le sont par Internet. Donc si seulement, j'ai envie de dire, l'islamisme radical était un vrai mouvement politique qui avance à visage découvert, comme l'est le Rassemblement national, il suffirait de taper dessus en permanence. Et puis à force, il mourrait, comme on l'a fait avec des catholiques intégristes avant, pour Civitas ou d'autres. Mais c'est pas le cas. L'islamisme radical, c'est une petite faction presque secrète qui se répand comme un venin, mais qui est très invisible. L'islam d'Internet, l'islam des appartements. Bien sûr. Quelque chose qui est moins détectable. Moins détectable et difficile à définir, difficile à atteindre, parce que l'islamisme radical, c'est pas le CCIF. Même si on est en désaccord avec le CCIF, ce qui est souvent mon cas. Et d'ailleurs, on s'est souvent engueulé publiquement avec le CCIF sur Twitter. Je partage pas leur vision sur beaucoup de choses, mais l'islamisme radical, c'est pas le CCIF. Si on dit que c'est le CCIF, on perd du temps et on fait des victimes innocentes. Parce qu'au-delà des porte-paroles du CCIF, derrière le CCIF, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des milliers de citoyennes et citoyens qui ne trouvent pas ailleurs qu'au CCIF le besoin de réconfort de la promesse de fraternité. Ils ne le trouvent qu'ici. Donc proposons à SOS Racisme, à la LICRA et à d'autres d'avoir un vrai travail juridique de défense des personnes qui sont discriminées parce que musulmanes. Et il n'y aurait plus besoin de CCIF. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut ne pas se tromper de définition et ne pas amplifier le problème. Et c'est ça qui est important en termes de débat honnête. Quand je parle de significatif, c'est le mot significatif que je choisis. C'est pas de dire il n'y a pas d'islamisme. Bien sûr qu'il y a un islamisme, mais il est caché, il est discret et il faut cibler juste. Alors, j'imagine que vous vous adressiez à Amine El Khatmi, parce que vous l'avez regardé plusieurs fois pendant le propos. J'imagine que tu souhaites répondre. Ouais. Alors, je vais être encore très aimable. Je vais vous offrir un deuxième livre. Je ne l'ai pas sur moi, mais je vais enrichir votre librairie. Non, c'est un livre de Charb. Ah, Charb. Qui s'appelle « Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes » et qui explique sur la question des discriminations, je ne vais pas vous dévoiler ce qu'il dit, vous le lirez, vous m'en ferez un retour, mais qui explique très bien les choses. J'ai des devoirs. Vous allez voir, c'est très intéressant. Mais c'est Charb, et paix à son âme, c'était un militant antiraciste, lui, je ne pouvais pas le soupçonner d'être dans la mouvance identitaire ou de se réjouir des attentats, il en a été victime. J'ai pas dit réjouir, attendez. Bénéficier médiatiquement. Bref, on ne va pas rouvrir le débat. Mais c'est important d'être précis sur le débat.
un militant communiste, antiraciste, et il a écrit des choses formidables sur ce sujet. Vraiment, je serais intéressé d'avoir un échange avec vous là-dessus. Sur ce que Après, l'islamisme radical, pour moi, ça n'existe pas. Radical, je veux pas, l'islamisme est radical par nature. Donc, il y a l'islamisme, il y a l'islam d'un côté, la religion que pratiquent des millions de gens en paix sans poser de problème, et l'islamisme qui en est l'émanation meurtrière. Je pense qu'on confond avec l'islam radical, qui est lui une pratique peut-être un peu plus orthodoxe. Non, mais voilà, mais l'islamisme radical, l'islamisme est radical. Un islamiste est par définition radical. Dans les sciences humaines, c'est pas vrai. Non, mais dans les sciences humaines, c'est pas vrai. Les sciences humaines racontent beaucoup de bêtises, si je puis me permettre. Ah bah voilà. Mais non, mais on est clair là-dessus. J'ai le droit de le dire. En tout cas, ce qui est certain, vous dites c'est pas une force. J'ai même lu, je crois que c'est un de vos tweets, mais vous m'arrêterez, vous me corrigerez si c'est pas le cas. Vous avez dit s'il se présentait aux élections, il ferait 0,2% alors que l'extrême droite fait 20%. Oui, j'ai dit ça. Non, voilà, donc vous voyez, je vous ai lu en plus. Mais la réalité, c'est que quand vous dites c'est pas diffus. Mais quand les Français voient des attentats, comme on en a là depuis quelques jours, comme il y a eu des attentats de masse, comme il y a eu toutes les menaces qui pleuvent sur notre pays, c'est insupportable pour eux. Et donc, vous ne pouvez pas leur dire c'est pas diffus, c'est pas significatif. Une vie qui est perdue, c'est déjà énorme, c'est déjà insupportable. On s'en est pris à des policiers, on s'en est pris à des juifs, on s'en est pris à des journalistes, on s'en est pris à des gens qui buvaient des bières sur des terrasses, qui dansaient dans une salle de spectacle. J'ai pas dit que le terrorisme n'était pas significatif. Le pauvre père Hamel. Attendez, le terrorisme... Sauf que le terrorisme, c'est pas que l'islamisme radical. Mais l'islamisme et le terrorisme sont liés, on est d'accord. Oui, mais c'est pas la même chose. Non, mais c'est pas la même chose, mais c'est lié. Bien sûr. Le terroriste passe à l'acte. Je n'ai jamais dit que le terrorisme n'était pas significatif. Non, mais voilà. Donc, mais c'est pas la même chose. L'islamisme l'est aussi. Vous pouvez pas dire que le terrorisme est significatif et l'islamisme l'est pas. Et par ailleurs, Samuel, si vous permettez, il n'y a pas que la version violente de l'islamisme qui est insupportable, le terrorisme, parce qu'évidemment c'est insupportable, on tue des gens. Mais le communautarisme, le repli identitaire, des gamins, comme on l'a vu dans cette école où des fillettes de 6 ans étaient voilées parce qu'on refuse de les mettre dans l'école publique, on les met dans des caves sans fenêtres et sans lumière. Lorsque vous avez le repli dans un certain nombre de communautés, moi je peux vous reparler du quartier d'où je viens, et parfois la République est responsable. Vous savez, moi je suis moins caricatural que vous ne l'imaginez. Je n'exonère pas la République de sa responsabilité. Lorsque la République a organisé des ghettos, moi lorsque mes parents sont arrivés du Maroc fin des années 70, on les a mis à la Reine Jeanne, fameuse cité, et ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé des Marocains comme eux qui parfois arrivaient de la même ville, et donc c'est reconstruit une forme de culture de l'entre-soi, parce que ça c'est la République qui l'a construit. La disparition des services publics, lorsque vous avez fermé des centres sociaux, et donc et sur tout ça, on est d'accord. Voilà, mais c'est bien, on a une première liste. Faites attention, on va vous excuser. On va vous accuser d'excusisme. Sur une partie de la faillite de la République qui n'est pas responsable à elle seule, mais qui est en partie responsable, vous avez le communautarisme, parce que lorsque vous fermez un centre social, c'est la mosquée du coin qui arrive et qui prend le relais sur l'aide aux devoirs, sur le Chibani qui ne sait pas lire sa facture, qui vient la faire lire, sur des activités pour les enfants. Et donc, vous ne pouvez pas traiter cette question à l'aune seulement des attaques terroristes spectaculaires, parce qu'elles sont spectaculaires, parce qu'il y a des maillons derrière qui ne sont pas aussi spectaculaires, et on peut trouver que des gamins qui vont dans une mosquée apprendre l'arabe, c'est pas choquant. D'ailleurs, c'est pas choquant s'ils sont pas. Mais en même temps, dès qu'on parle de l'arabe à l'école, il y a un bouclier. Oui, mais moi je me suis exprimé, mais je l'ai dit, j'ai été très clair. C'est presque déraisonnable. Moi, je préfère. Mais alors, Rose, je me demandais si le printemps républicain n'est pas récupéré par des gens malhonnêtes. Je préfère. Si seulement c'est moi qui parle au nom du printemps républicain. Si tous vos partisans étaient aussi modérés que ce que vous dites maintenant, ils sont modérés, mais ils sont modérés, mais parce qu'on a des gens malhonnêtes. Je parle pas de vous, des gens malhonnêtes et d'une mauvaise foi abyssale qui vont chercher des tweets qui sont écrits par des trolls dont on ne sait pas. Mais attendez, je peux vous montrer Gilles Lavrel qui a dit que j'étais collabo. Gilles Lavrel, il est au bureau du Printemps Rep ou pas? Oui, il est au bureau, mais il vous a traité de collabo sur quel sujet? Sur Facebook. Mais quand? Mais plein de fois. Collabo des frères musulmans, collabo de l'islamisme, collabo du vous avez eu des tweets sur les frères musulmans, on pourra en reparler. Je vais pas détailler vos tweets de 2014. On va faire une émission sur nos tweets respectifs. On va pas rabaisser le débat. Mais simplement, moi, l'arabe, par exemple, moi, je suis pas pour l'interdiction du voile à l'université, le Printemps républicain non plus. Je vais vous dire, d'expérience d'élu. Manuel Valls Manuel Valls n'est pas au Printemps républicain et ce n'est pas mon papa politique et je ne vais pas chercher mes ordres auprès de lui. C'est l'ami de c'est mon ami aussi. Mais vous savez, vous pouvez être ami avec quelqu'un et pas avoir les mêmes positions à 100%. C'est intéressant. Vous êtes ami avec des gens, j'imagine. Mais je suis pas ami avec ces gens. Non, mais avec Manuel Valls. Vous savez combien de fois j'ai vu Nabil El-Asri dans ma vie? Une fois. Ça a fait une photo et vous me la ressortez sur Twitter en permanence. Et on est amis. Bon, on est amis. Donc moi sur le sujet, j'en termine. Sur l'arabe, par exemple, sur l'apprentissage de l'arabe, moi je préfère que les gamins
soit entre les mains d'enseignants de la République qui vont leur apprendre l'arabe à l'école publique, qu'entre les mains d'un intégriste qui va leur apprendre des horreurs. Votre position, on l'entend, mais vous êtes d'accord quand même, Amine, que c'est pas la position majoritaire qu'on entend sur un certain nombre de plateaux qu'on fréquente, vous et moi, et on se rend compte quand même que c'est un sujet touchy. À partir du moment où on parle d'islam de France, où on parle d'arabe à l'école ou autre, on a assez immédiatement, j'entendais Marine Le Pen qui expliquait au lendemain d'attentats qu'il fallait interdire le voile dans l'espace public. Mais ça, c'est une bêtise. On se rend compte quand même qu'il y a des liens qui ne sont pas à faire. Mais c'est pour ça, Rose. Quand on me renvoie dos à dos avec le Rassemblement National en disant le Printemps Républicain, le Rassemblement National, c'est la même chose, c'est la mouvance identitaire. Je vous apporte la démonstration par nos positions. J'étais l'autre jour sur CNews, puisque c'est une chaîne qu'on fréquente l'un et l'autre, tous les deux. Je me suis retrouvé avec, je ne vais pas l'accabler, elle n'est pas là pour se défendre, Madame Cluzel de Boulevard Voltaire, qui m'expliquait les yeux dans les yeux qu'apprendre l'arabe à des gamins, c'était la porte ouverte à la radicalisation islamiste. Et donc je lui ai répondu simplement qu'apprendre le russe à des gamins n'allait pas faire de dangereux poutinistes à la solde du pouvoir russe, et qu'on apprend des langues étrangères, et apprendre l'arabe à des gamins qui ont des origines, c'est les ouvrir à une culture formidable, à un patrimoine. Ça leur permet de l'islamisme, parce que je préfère qu'ils soient entre les mains des élus, des enseignants de la République qu'entre les mains des imams. Un dernier exemple. Sur les après je me tais. Sur les sorties scolaires. Moi je défends l'idée qu'on ne peut pas empêcher les mères voilées d'aller dans les sorties scolaires. Pourquoi ? Je ne le fais pas parce que je considère qu'en tant que voilées, elles ont le droit d'être. Je le considère parce que comme élu local, adjoint au maire, de quartier politique de la ville, j'avais 3 écoles qui étaient en REP+. Sur les effectifs, j'avais 90% d'enfants musulmans. Vous pouvez me dire d'où vous sortez le chiffre, on n'est pas débile, on voit bien les noms, on voit bien les parents, etc. La quasi-totalité des mères étaient voilées. Et donc si j'appliquais bêtement, durement, ce principe qui n'existe pas, qui n'est pas dans la loi. Si, admettons, on me dit qu'il faut faire une loi, admettons, je répondais, si vous faites une loi, que vous m'empêchez d'avoir des mères voilées dans les sorties scolaires, je ne peux plus, comme élu avec la directrice de l'école, organiser de sortie. Quel est l'intérêt de l'enfant ? De rester dans sa classe au prétexte qu'il ne veut pas voir de femmes voilées ? On va même aller plus loin. Est-ce que c'est de l'islamisme de vouloir participer à des sorties de la République ? Mais si la République... J'ai presque envie de dire qu'il y a une volonté de faire corps avec la République quand on participe à des... Je veux dire, Rose, à la rigueur, moi je n'évacue aucune position, ni ceux qui sont contre, ni ceux qui sont pour, qui vous disent la neutralité de l'école. La neutralité de l'école doit s'étendre aux sorties scolaires. Moi je dis simplement, si vous voulez faire ça, il faut créer un service public de l'accompagnement. Voilà, vous mettez des fonctionnaires, des mairies, des départements, des régions qui accompagnent les enfants. Là, on peut interdire aux mères. Mais vraiment qu'on soit plus souvent ensemble, parce que j'avais jamais vu Monsieur Catny aussi modéré. Vous ne lisez pas. Oui, mais je vous écoute souvent, vous allez le lire. Et on va en faire des vrais amis. Je sais pas si c'est notre présence qui crée ça habituellement, mais c'est très souvent sur le plateau de l'Actu Autrement qu'on arrive à rabibocher des amitiés froissées. Je suis désolée. Arnaud Gallet, est-ce que c'est normal qu'au lendemain des attentats, systématiquement, on parle justement de voile, de laïcité, de sujets qui au final sont ou n'ont rien à voir ou sont vraiment connexes de manière très lointaine. Est-ce que ce lien qu'on fait médiatiquement, est-ce que c'est pas là aussi l'erreur des amalgames ? Moi, je suis partisan, au regard de ce que j'entends d'ailleurs depuis tout à l'heure, de me dire finalement quelle place est-ce qu'on a réservée à l'islam dans l'histoire en France. C'est-à-dire à quel moment est-ce que l'islam est arrivé, à quel moment aujourd'hui, dans le traitement médiatique, justement, comme il y a des événements dramatiques comme cela, on en vient justement à traiter et à généraliser sur l'ensemble de l'islam qui est hyper compliqué. Et moi, et on le voit bien d'ailleurs dans ce que vous dites, même la place qu'on a pu réserver avec finalement des salariés qui arrivaient, qui étaient des salariés, oui, je dis salariés parce que souvent l'immigration pouvait être d'ailleurs au départ, et souvent on disait les musulmans, etc. Enfin voilà, avec vraiment cette identité indigène qui était portée. Et moi, je suis convaincu que sur cette place aujourd'hui, qui est encore avec des choses qui se résoudent, mais comme on n'assume pas notre histoire, je suis plus que convaincu qu'on vient résoudre ça d'une autre manière aujourd'hui, de manière biaisée sur ce traitement médiatique, mais à tort, réellement. Allez, c'est pas dès que vous entendez la musique, vous vous arrêtez. Hein. Et c'est ce que je trouve dramatique, mais je continuerai donc après. On continue juste après la pub dans l'Actu Autrement. À tout de suite.
L'actu autrement. Rosa Méziane et Malik Ketou sur Beurre FM. De retour dans l'actu autrement avec nos invités Amine El Khatmi, Arnaud Gallet, Samuel Gibowski et Juliette de Cauzan. Je suis assez fière parce que je le dis normalement de la bonne manière. C'est bon. Super. Alors Arnaud Gallet, on était justement en train de voir ces confusions au lendemain des attentats et le fait qu'en France on n'a jamais pris le temps peut-être dans un moment peut-être apaisé de parler d'islam de France et d'essayer de construire avec cette religion et cette immigration. D'ailleurs, on parle beaucoup aussi d'immigration. On va faire un petit tour de table sur ce lien entre terrorisme et immigration. Je vous laisse réagir. Oui, moi, ce que je disais surtout, c'était quelle place on réserve à l'islam, à quelle place dans notre histoire. Et bien souvent, en fait, cette place-là, c'est pas bien souvent d'ailleurs, elle est ni plus ni moins en lien avec un rapport de domination. Qu'on le veuille ou non, je dirais que la domination, on pense bien évidemment à la question de la colonisation, et il y a une histoire qu'on n'assume pas, en fait, réellement là-dessus. Et je pense qu'il y a encore des biais aujourd'hui dans la manière dont on traite les choses après en société, où on vient régler d'autres choses. Moi, je ne suis pas convaincu, si vous voulez, qu'il faille faire aujourd'hui le procès d'un islam de France, qu'il faille, comme vous le proposez, par exemple, couper le cordon. Moi, je ne suis pas convaincu. Moi, je suis contre, d'une certaine manière, couper tout cordon, parce que je pense qu'il y a une réelle richesse. Justement, on peut s'enrichir de l'autre. Et on voit bien qu'il y a une complexité, à mon sens même, de l'islam en tant que tel, au regard d'ailleurs même des décolonisations. Si on reprend même l'histoire, alors moi, pour un sujet que je connais un peu, donc je suis anthropologue, j'ai été anthropologue initialement spécialisé sur les sujets notamment en Algérie et on va dire du monde berbère. Je peux dire ça comme ça pour pas dire en Kabylie directement. Et on voit bien que la question de l'islam, en tant que telle, la manière dont les choses sont traitées, donc ça s'est passé par la suite dans le lien qu'il y a pu avoir d'ailleurs dans la décolonisation avec, finalement, pour aller très vite, l'idée d'opposer d'une certaine manière un peuple qui serait civilisé, qui se définirait comme chrétien et donc civilisé. Il fallait au bout d'un moment arriver avec en face une religion qui soit civilisée également et également une organisation politique qui puisse être également pour sortir d'une certaine manière de l'ethnie. Et ce qui a fait, en fait, force dans la décolonisation, on sait bien qu'il y a un fort lien qui a été fait, notamment avec l'Arabie Saoudite, etc., qui est venu bouger beaucoup de choses, également des territoires, notamment au Maghreb, etc., finalement, dont on parle peu, nous, dans notre histoire. Et en fait, on vient, je pense, régler d'un point de vue, après, géopolitique, sur le devant de la scène, quand il y a des événements comme cela, d'autres choses, mais sans l'assumer, parce que c'est quelque chose, c'est un non-dit, en fait, en société. Mais là, quand on a le Maroc qui parle des caricatures comme une offense, en reprochant à la France de vouloir les diffuser dans leurs écoles, quand on a l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Turquie, avec Erdogan qui a eu clairement des propos insultants et injurieux à l'égard de notre président, comment on arrive à parler de ces sujets-là sereinement? C'est l'islamisme significatif, ça. Avec l'AKP, là, on a un vrai islamisme significatif au moins. Le PJD, Nahda, les frères musulmans, ça, c'est de l'islamisme significatif. Mais justement, là où pour moi la France est résiliente et il faut le valoriser, c'est qu'en France, encore une fois, c'est dans des couloirs cachés. Les gens ont honte. Personne n'assume cette position. Et heureusement. Et c'est ça qui est une des forces de notre pays en termes de résilience, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui facilement militer pour l'AKP ou pour le PJD, on doit se cacher, et c'est une opinion qui est très minoritaire. Donc ce que je veux dire là où c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on a une longueur d'avance. C'est-à-dire que si seulement on s'associait et qu'on arrêtait de se diviser, par exemple entre laïcs ou entre différents républicains, et qu'on trouvait une stratégie conjointe avec chacun nos points de vigilance et nos points de sensibilité, nous par exemple, c'est clair, je l'assume, notre sensibilité principale, c'est celle de la discrimination. C'est notre première clé de lecture. Je nie pas le facteur idéologique, je l'ai évoqué. Mais je pense que le facteur discriminatoire est beaucoup plus puissant parce que, de mon point de vue, et peut-être que je suis en train un peu de changer d'avis, je trouve que c'est d'abord à l'État d'assumer, avec la question de la DGSI, les nouveaux postes, l'antiterrorisme. C'est pas à la société entière de faire de l'antiterrorisme. C'est au renseignement de le faire. Par contre, société de vigilance. Par contre, ça, je suis pas du tout d'accord avec la société de vigilance. Exactement. Ça, je peux pas y adhérer. Par contre, ce que je crois qui est le rôle de la société, c'est celui de lutter contre les discriminations. Et comme les discriminations sont majeures dans notre pays, on peut les mesurer. France Stratégie fait beaucoup de rapports sur le sujet. Je pense qu'on doit prendre. Bien sûr qu'il faut qu'on se pose des questions. Mais ce que je veux dire, c'est que qui quand même envoie un message clair. Je vais pas dire à ces sujets, mais qu'il envoie un message aux binationaux, c'est qu'il est gêné. clairement, bien sûr. de faire front
quelque part à l'égard de leur président. Et le Maroc fait exactement pareil. C'est envoyer un message à ces sujets, clairement. Donc, est-ce qu'on est là avec cette question de l'islamisme, mais en même temps ces questions géopolitiques? Est-ce qu'on n'est pas en train d'être sur la poudrière? Le Premier ministre, l'ex-premier ministre malaisien, c'est encore pire, tout ça. Cette ingérence étrangère, est-ce que c'est pas dire au final aux Français de confession musulmane, vous êtes d'abord musulman, ensuite vous êtes arabe, et ensuite vous êtes français? Bien sûr, c'est inacceptable. Est-ce qu'il n'est pas là le risque aussi? En deux mots, ce qui est certain, c'est que le point commun entre tous ces islamismes politiques qui, eux, sont significatifs, de l'AKP au PJD au Maroc, et l'État islamique ou ses différents concurrents dans la violence, ils ont un point commun, c'est qu'ils cherchent à fragmenter l'opinion publique française et la diviser en castes. Unifier les Arabes ou les musulmans dans le monde. Ça va avec. En fait, ils unifient pour diviser. Nous, là où on a une responsabilité, c'est qu'on ne doit pas céder à cette division. Et mon sentiment, jusqu'à ce que je sois contredit par M. El Khatmi ce matin, c'est qu'on a une frange des laïcs, que j'appelle laïcistes volontiers pour différentes raisons, mais je peux changer d'avis, qui jette l'anathème. Et cet anathème, lui, fracture. Il divise, il fragmente. Et donc, il nous fragilise. Il nous fragilise dans la réponse commune. C'est les laïcistes, c'est on tombera pas d'accord, à mon avis. Allez dire ça aux proches des victimes du terrorisme. J'ai pas dit que c'était le problème principal. J'ai dit, en fait, c'est plutôt la FBI, c'est la fausse bonne idée. C'est pas le problème, c'est la fausse bonne réponse. Mais non, c'est la seule. C'est la seule réponse. La laïcité. Ah, mais attendez, j'ai pas parlé de la laïcité, là, on parlait du laïcisme. Oui, mais laïcité, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je ne. Je peux vous le décrire, si vous voulez. Tout ce que vous décrivez là, c'est exactement ça. C'est l'idée de faire passer la religion avant la loi de la République. Donc, quand vous avez des ingérences étrangères, quand vous avez des fatwas numériques, pas uniquement d'ailleurs de personnes à l'étranger, mais aussi de personnes en France, sur Twitter, partout. Le problème de ces attentats, c'est qu'effectivement, moi, je pense qu'il y a bien un islamisme significatif, en particulier en termes d'idéologie sur Internet. Tout ça, Samuel Paty, c'est bien parce que c'est sorti de la classe et de la confidentialité de la classe qu'il s'est fait décapiter. Je suis désolée, il y a un lien direct. Toutes ces associations, ces mosquées qui ont relayé les vidéos et tout ça, qui ont détruit la confidentialité qu'on est supposé avoir dans sa classe en tant qu'enseignant, parce que vous faites cours. Normalement, vous n'avez pas le droit de sortir des images, des propos, ni des élèves, ni de l'enseignant. Il faut aller chercher ces associations. Non, mais c'est ça. C'est ce qui est en train d'être fait. Les responsabilités seront recherchées. Qui sont en prison pour ça, pour le moment. Et ce qui se passe, c'est que toutes ces ingérences étrangères, tout ça, actuellement, pourquoi ils s'excitent autant? C'est parce qu'on veut couper les liens, le cordon. C'est la preuve qu'on les embête. Et il faut couper ce cordon, parce qu'à un moment donné, si vous ne coupez pas le cordon, tous les conflits internationaux, que ce soit entre les chiites, les sunnites, tout ce que vous avez entre les Turcs, les Arméniens, les Israéliens, les Palestiniens, tout ça, ça cherche à être importé en France. Alors que ce n'est pas le débat. Nous devons effectivement apprendre à vivre ensemble et couper le cordon. Est-ce que c'est forcément incompatible avec ce que dénonçait Samuel? Parce que, alors pour l'avoir vécu à titre personnel, j'ai subi moi un cyberharcèlement cet été où on m'a clairement traité de salafiste et d'islamiste. Donc c'est pour ça que par ceux qui se revendiquent de la laïcité, moi-même qui forme des jeunes de quartier populaire à la laïcité, enfin aujourd'hui, ce que peut-être essayait de dire Samuel, c'est que il y a des idéologues qui s'affrontent et qui mettent parfois des cibles dans le dos de gens qui sont sur le terrain et qui travaillent pour que la République gagne, clairement. Donc, il y a aussi beaucoup de politique, en fait, à travers ces sujets. Et parfois, on jette l'anathème au-delà des Français de confession musulmane, mais sur des personnes, précisément. C'est très grave. Et là, aujourd'hui, on est en train de stériliser le débat. Bien sûr, il faut arrêter d'accepter que des cibles soient mises sur des personnes. Quand on voit... Il y avait une loi quand même en préparation, la loi Avia, qui a été refusée par le Conseil constitutionnel, qui a été censurée en grande partie. Bon, eh bien, est-ce qu'on a réellement aujourd'hui les armes juridiques pour lutter contre le harcèlement numérique tel qu'il est fait, quand on voit qu'il a fallu pratiquement toute la journée pour faire enlever le tweet de cet ancien ministre de la Malaisie là, qui appelait à tuer des millions de Français. Et quand on dit tuer des millions de Français, quand il y a un attentat qui se passe
à Nice ou n'importe où, c'est tout le monde qui est visé. Hein, c'est toutes les. Donc les Français, il faut bien qu'ils comprennent quelque chose. Les Français musulmans, les Français chrétiens et tout ça, il faut qu'il y ait une solidarité. Alors quand on appelle au boycott des produits français, c'est bien tous les Français qui sont atteints. Quand on appelle au meurtre de tout. Je pourrais vous dire qu'il y a un islamisme significatif dans le monde. Mais il y en a aussi en France. Il essaye de se recruter par les financements. Allez-y, comme ça on peut discuter. Alors, il y a des financements, il y a des réseaux avec des financements, il y a des accointances, il y a des idéologues, il y a des stratégies qui sont faites. Je veux dire, à un moment donné, la naïveté, il faut arrêter. Et vous ne pouvez pas, quand il y a des résultats qui se traduisent par des morts avec des fonctionnaires, professeurs, un professeur certifié. Un professeur certifié décapité. Je veux dire, c'est pas même pas un responsable politique ou c'est quelqu'un qui est tué pour un professeur. Donc je veux dire, voilà, c'est significatif parce que c'est symbolique aussi. Amine El Khatmi, Sonia Mabrouk expliquait qu'on était le ventre mou un petit peu de l'Europe et qu'aujourd'hui, si on s'attaquait à nous, c'est parce qu'on n'était pas en capacité de faire preuve de fermeté. D'abord, on voit bien qu'on s'attaque beaucoup plus à nous qu'à d'autres. Donc on voit bien que la France est visée. Elle est plus visée que d'autres. Vous dites tout à l'heure... bon, d'abord sur les attaques, moi je condamne toutes les attaques. J'ai condamné celles qui vous ont visé, Rose. Et par contre, je ne laisserai pas dire que c'est le fait de laïcisme. Ça me rappelle le mot de Charles Maurras, laïcard. Parce que des gens... C'est volontaire qu'on en ait inventé un autre. Des gens qui sont attaqués. Je peux vous citer... Zineb El Razoui, qui a été harcelé par Idrissi Ahmedi de Baraka City. Je peux vous citer Zora Bitan, qui a vu des infos. Pour le coup, ce sont les deux qui ont été à l'origine de mon cyberharcèlement. Voilà, faut quand même le rappeler. Oui, mais donc, moi, j'ai été la première à les soutenir à chaque fois qu'elles se font harceler. Tirer à balles réelles, c'est banaliser la violence. Moi, pour préciser un peu, pour que les auditeurs comprennent. Mais moi aussi, je suis menacé de mort régulièrement. Il y en a d'autres qui sont menacés de mort. Les seules personnes, vous pouvez me citer d'autres exemples, je les attends, qui sont placées sous protection de la police dans ce pays, le sont quasiment toutes à cause des islamistes. Alors je veux bien qu'on m'explique que c'est pas significatif, que le vrai fléau ou l'un des fléaux importants c'est les laïcistes qui s'en prendraient à je ne sais qui, ou que la réelle menace c'est Nahda ou le parti d'Erdogan ou je sais pas quoi. La réalité, c'est que vous pouvez dire ça, vous serez toujours rattrapé par la réalité des faits. Et la vérité, la réalité des faits, c'est que nous sommes le pays le plus visé, où les personnes qui sont sous protection du service de la protection, qui est un service du ministère de l'Intérieur formidable, avec des hommes, des femmes, qui sont prêts à risquer leur vie. L'un des leurs est mort, il s'appelait Franck Brinsolaro, il a été tué par les frères Kouachi, parce qu'il assurait la protection rapprochée de Charb. Tous ceux qui sont dans ce pays sous protection de la police de la République le sont à cause des islamistes. Tous. Alors après, on peut minimiser, trouver que c'est pas si grave ou que c'est parce que vous avez dit, d'accord, mais vous avez dit c'est pas significatif. Alors moi je suis désolé, je termine. Un pays où une idéologie mortifère a fait 350 morts en 5 ans, a tué quasiment toutes les catégories de la population, crée la terreur parce qu'on se dit maintenant qui est le prochain, c'est la dernière une de Charlie, à qui le tour? On se demande bien effectivement qui sera le prochain sur la liste. Une idéologie qui place sous protection des gens, qui menace nos libertés, je suis désolé, vous pouvez trouver que c'est significatif, pas significatif, moi je trouve que c'est le premier péril. Voilà. Juste pour parler de la question des attentats pour nos auditeurs, depuis 2012, 48 attentats en France, 22 en Allemagne, 11 en Belgique, 4 aux Pays-Bas, 18 au Royaume-Uni, 2 en Espagne. Alexandre Delval. La France est visée. La France est visée. Oui. Il n'y a pas de question là-dessus. Alors, juste sur cette annonce d'Alexandre Delval sur CNews, il expliquait que c'était normal selon lui, puisque plus il y a de musulmans dans un pays et plus il y a de terrorisme. Je voulais vous faire réagir sur justement, je pense les que propos d'Alexandre Delval. Je pense que si la France est visée, c'est parce qu'elle est solide et qu'on ne met pas en avant cette solidité. En France, c'est la CNCDH qui le révèle. Chaque année, l'intérêt pour l'islam a explosé. Les Français ont adhéré à des cours d'islamologie à la fac, ils se sont renseignés, ils se sont intégrés. En France, l'indice de tolérance, il augmente chaque année sur plein de critères qui sont mesurés par la CNCDH. Et en même temps, les radicalismes sous leurs différentes forces augmentent. Ça veut dire que pour moi, la France est déjà résiliente. Je trouve que dans notre processus de résilience pour lutter contre le terrorisme, il nous manque un ingrédient, c'est l'unité.
On est désunis dans cette lutte. C'est tout ce que je critique. Je dis pas que le laïcisme est le problème. Je dis que c'est la fausse réponse. Et ce que j'appelle le laïcisme, c'est quand on invoque la laïcité pour autre chose qu'elle-même. C'est quand on quitte l'Assemblée nationale en disant c'est inacceptable qu'il y ait une femme voilée dans cette pièce. Parce que ça, c'est pas la laïcité. La laïcité n'interdit pas à une personne auditionnée de porter son voile. Et donc, qu'est-ce qu'on se fait à ce moment-là? C'est qu'on se crée une valeur morale laïque. Cette valeur morale laïque, c'est juste utiliser les suffixes français, c'est le laïcisme. Et je dis pas le laïcisme est la cause de tous nos maux. Il faut pas pervertir la pensée de son adversaire. Je dis le laïcisme, c'est la mauvaise réponse. Et c'est une réponse qui est très populaire et qui d'ailleurs, par opportunisme, est aussi repris par l'extrême droite. Donc ça devrait nous interroger. C'est tout ce que je dis. Donc si on arrêtait peut-être de croire ce que l'autre a dit, penser alors que c'est pas ce qu'il a dit, et de pinailler sur des mots ou sur des tweets, on irait peut-être un peu plus en avant. On est d'accord sur le fait qu'il y a plusieurs ingrédients. Il y a l'idéologie de l'islamisme radical qu'il faut combattre. Il y a aussi les discriminations. Il y a aussi la promesse républicaine. Alors allons-y, faisons-le ensemble. Mais en fait, on passe plus de temps à se reprocher d'être les mauvaises réponses et à dire je n'irai pas place de la République. C'est vous qui venez de dire que le laïcisme, je ne supporte pas ce terme, était la mauvaise réponse. Donc venez pas dire après, oui, on me reproche. Parce que le laïcisme, et c'est vous qui avez fait un développement de 10 minutes sur significatif. Parce que c'est vous qui m'avez branché là-dessus au début. Oui, donc je vous réponds. Mais par exemple, est-ce que place de la République, vous, j'ai pas connu votre position, donc je vous la demande sincèrement, est-ce que place de la République, vous avez considéré, vous avez hésité à marcher parce que vous auriez été à côté de personnes complices comme l'UNEF, l'UNEF, la France Insoumise, etc. Est-ce que pour vous, l'UNEF et la France Insoumise sont complices de ce qui se passe? Alors moi, je suis allé à la manifestation pour Samuel Paty. Oui, je suis allé à la manifestation. Ouais. Alors après, je suis pas allé à celle du 10 novembre, par exemple. Oui, mais ça, je me doute bien. Non, mais d'accord. J'attendais pas ça de votre part. Non, mais d'accord, mais pourquoi? Pourquoi je suis pas allé à celle du 10 novembre? Eh ben, dites-le Parce moi. qu'il y avait des islamistes. À qui? Il y avait des islamistes. Dans l'appel à manifester, il y avait des islamistes. Il y avait l'imam de Brest, Abu Hudayfa. Il y avait... Mais oui, je suis désolé, vous pouvez lever les yeux au ciel. Dans les signataires, il y avait Abou Anas, des imams qui expliquent que écouter de la musique, c'est celui de Brest, un charmant monsieur, écouter de la musique transforme en singe et en porc. Un autre qui dit une femme non voilée à la valeur d'une pièce de 2 €, c'est une femme impudique. Un autre qui justifie le viol conjugal, qui dit si madame ne veut pas, monsieur a le droit de la forcer. Bon, je suis désolé. Quand on est de gauche, ou même pas de gauche, quand on est simplement des républicains universalistes, on ne va pas manifester avec des islamistes. On ne va pas dans une manif où des gamins portent une étoile jaune en disant, le sous-entendu, c'est que le sort des musulmans en France aujourd'hui serait peu ou prou similaire à celui des juifs sous la Shoah. Est-ce que vous pensez que l'UNEF et la France Insoumise cautionnent ces propos? Je pense qu'en ayant en connaissance de cause la liste. Je vais vous donner un exemple. Yannick Jadot, par exemple. Vous voyez, je ne suis pas Europe Écologie Les Verts. Très rapidement. Yannick Jadot. Quand je dis très rapidement, c'est 40 secondes. 40 secondes, je n'irai pas plus. Yannick Jadot, il a signé le texte et il a fini par ne pas aller à la manif. Parce que lorsqu'il a été alerté par un certain nombre de gens, pas moi, je rassure, je ne veux pas lui créer de problème, il a considéré qu'effectivement, on ne signe pas une liste avec des gens comme ça. Et donc les autres... Quitter la tribune voilà, mais moi je pense qu'aucune cause, aussi juste soit-elle, ne justifie des compagnonnages qui ne sont pas républicains. Moi je n'irai pas manifester. Moi je n'irai pas... Je marcherai pas avec Génération Identitaire. Vous voyez, je marcherai pas avec le GUD. Ils étaient pas là le 11 janvier oui, peut-être. mais d'accord, mais il y avait des islamistes. Pour moi c'est pareil. Vous voyez ? Bon, je crois qu'on n'arrivera pas à vous mettre d'accord en tout cas sur cette question de manifestation. On clôture cette question des attentats. Ça, je pense que, pour le coup, je pense qu'on en reparlera probablement la semaine prochaine. On revient juste après la pub pour parler du Covid et des dernières mesures annoncées par Emmanuel Macron. À tout de suite. 17h, 19h, l'actu autrement, avec Rosa Méziane et Malik Kietou sur Beurre FM. Merci d'être à l'écoute de l'actu autrement. Nos invités au micro de ce soir, Aminé El Khatmi, président du Printemps républicain, Arnaud Gallet, anthropologue et directeur de l'association Enfin Présent, Samuel Gibowski, cofondateur de Coexister et enseignant à Sciences Po, et Juliette Decauzan, cofondatrice de Recratia et présidente de Égalité Ensemble. Alors, ce deuxième sujet qui est aussi pesant pour les Français, je voulais qu'on parle de ce premier jour de confinement. Alors, même si cela circulait depuis plusieurs jours, une majorité des Français ont été surpris par cette annonce. Hier, des bouchons monstrueux, près de 734 km en Ile-de-France, ont été observés auprès des grandes agglomérations. Un certain nombre de Franciliens fuyaient la région parisienne pour aller se confiner en province. Concrètement, est-ce que vous pensez que ce confinement était inéluctable et nécessaire? On a eu un certain nombre de rassuristes qui sont venus sur tous les plateaux nous expliquer que il n'y avait pas de deuxième vague. Est-ce qu'on n'a pas perdu du temps pour gérer cette crise sanitaire, Arnaud?
Oui, je te regarde parce que tu m'as fait un petit sourire, donc ce sera pour toi. Je suis le premier à intervenir sur le sujet. Sur le sujet, exactement. C'est simple, bien entendu. Non, moi, je pense qu'il y a un principe de responsabilité collective. Là-dessus, moi, a priori, on regarde quand même de chiffres qui sont annoncés, des risques que ça représente, notamment pour les personnes les plus vulnérables. Et on n'en a pas assez parlé, moi, à mon sens, d'ailleurs, ni dans le discours d'ailleurs du président de la République, ni dans le discours du Premier ministre, suivi par l'ensemble des ministres, dont Olivier Véran, qui n'est pas uniquement le ministre d'ailleurs de la Santé, mais bien et des Solidarités, qu'on a oublié d'ailleurs de nommer, c'est peut-être pas pour rien. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement touchés. Je rappelle quand même en France, c'était pas dit non plus, c'était pas rappelé. On a, suite au premier confinement, à la crise qu'on vit aujourd'hui, 1 million de pauvres en plus, principalement des familles, etc. Enfin bref, il y a des familles monoparentales. Des familles monoparentales, donc il y a des risques qui sont majeurs. Alors là, on voit bien, je pense qu'il y a un confinement quand même plus light qui nous permet quand même de faire vivre à minima certaines économies, pas toutes. Alors, on n'avait pas l'impression que c'était light hier soir. Les magasins commençaient à être dépouillés de denrées alimentaires. C'était pour moi, honnêtement Beyrouth sur les routes. Le fond du sujet, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est sur un événement traumatique. C'est-à-dire que tant que l'événement traumatique en tant que tel, bon sang, on n'entend pas parler aujourd'hui dans les termes même du gouvernement. On a l'impression qu'il faut faire face, en fait, absolument faire face, sans nommer au bout d'un moment les choses, en disant c'est une période qui est difficile pour les parents, difficile pour les enfants, etc. Et on n'est pas du tout dans ce discours qui est tenu. Et donc, du coup, on est uniquement avec effectivement certaines mesures, des compensations qui sont annoncées, ce que je peux entendre, parce que d'un point de vue économique, bien sûr qu'il faut évidemment compenser, et je pense qu'on peut que le souligner, même en se disant que ça ne justifie pas forcément, ça va pas tout compenser d'une certaine manière, parce qu'on voit bien que les commerces se ferment, enfin bon, je veux dire, c'est 200 000 terrible, commerces fermés en France. Après, néanmoins, il y a quelque chose qu'on n'assume pas, pour moi, à la hauteur. On voit bien dans le discours, par exemple, vous voyez, quand je parle, moi, des solidarités, je trouve dommageable, je pèse mes mots, dommageable que dans le discours on parle uniquement des professionnels de santé. Il faut en parler, bien évidemment, enfin je veux dire, il n'y a pas de sujet là-dessus, bien évidemment. On parle pas des travailleurs sociaux, on parle pas des personnes qui sont sur le terrain au quotidien, justement, à être auprès des plus démunis. Je rappelle aujourd'hui qu'au niveau des banques alimentaires, on est quand même sur des sujets mais majeurs, avec une augmentation massive des personnes qui demandent une aide alimentaire. Nous-mêmes, au niveau associatif, on a créé une plateforme sur le premier confinement. On avait des personnes qui nous appelaient parce qu'ils n'avaient plus à manger, tout simplement. Ils n'avaient plus à manger, pas parce qu'en France, on ne parvient plus à donner à manger, mais par défaut de coordination, réellement, parce qu'en fait, on ne savait pas se parler, en fait, entre les acteurs. En France, il y a toujours cet issue-là, on est toujours effectivement en capacité, il y a des acteurs de terrain qui y vont, et on n'en parle pas assez, réellement. Et je trouve que, moi, la seule chose que je peux dire, moi, je reviens même pas sur la question, d'ailleurs, d'une décision qui est prise, franchement, à un niveau qui me dépasse complètement. Moi, je suis un bon soldat quand on me dit de le faire de cette manière-là. Et surtout qu'il y a une prévention. Enfin, je veux dire, quand on nous dit, par exemple, je sais pas, vous prenez votre voiture, vous mettez votre ceinture de sécurité, bon, vous n'avez pas d'accident, bon, vous pouvez vous dire aussi, j'ai pas besoin de mettre ma ceinture de sécurité, parce que de toute façon, j'ai jamais eu d'accident, sauf qu'il y a un risque qui est pris. Aujourd'hui, on nous dit au niveau du masque, il faut un masque, oui, il faut des gestes barrières, il faut être confiné, parce qu'il faut quand même préserver les uns les autres. Alors bien sûr que si ça se trouve, potentiellement, on va pas se le filer. On va quand même être vigilant d'une certaine manière aux uns et aux autres, et donc il faut évidemment sur cette situation unique, enfin je veux dire, c'est pas par amusement que l'État prend des décisions comme celle-là. Cet exode notamment depuis l'Île-de-France, est-ce que c'est pas prendre le risque de propager encore plus le virus au final ? Peut-être. Après, quoi qu'il en soit, je pense qu'il n'y a pas de bonne... c'est compliqué. On voit bien, le président parle mercredi et c'est l'effet immédiat quasiment, puisque c'est le lendemain à minuit. Après, il y a toujours des personnes, on voit bien, il y a toujours des gens qui s'improvisent, enfin, il y a des experts, etc. Moi, je pense, ce qui me semble réellement dommageable dans cette histoire-là, réellement, c'est que nous, les acteurs de terrain, vous voyez, moi, j'ai une casquette protection de l'enfance, petite enfance, également, j'ai travaillé au niveau des solidarités, parce que j'ai travaillé notamment à Emmaüs, etc. On n'a pas du tout été concertés à aucun moment. Et je pense ça réellement dommageable. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on a une expertise de terrain qui aurait pu, à mon sens, nous éviter tous, au bout d'un moment, je veux dire, quand le président parle, comme la première fois, comme là, avant-hier, on est tous à se dire, ok, alors en fait, à quelle sauce les choses vont se passer ? Comment est-ce qu'on va mettre les choses en place ? Et ça crée, qu'est-ce que ça crée ?
mais ça crée un défaut, une forme d'insécurité aussi pour les gens qu'on peut accompagner, parce qu'ils se rendent bien compte que nous-mêmes, on est démunis par rapport aux informations qu'on a. Et pourtant, ils voient bien qu'en même temps, je pense qu'on se démène pour que les uns et les autres puissent bénéficier d'un ensemble de besoins, enfin qu'on puisse répondre au maximum à leurs besoins. Et je trouve que c'est là ce qui est vraiment dommageable, c'est de se dire qu'au bout d'un moment, on prend pas la mesure aussi de ces choses-là. Bien sûr qu'il y a une dimension sanitaire, mais la réalité, elle n'est pas que sanitaire, parce qu'on voit bien toutes les conséquences que ça peut avoir socialement parlant. Juliette de Causans, sur cette question des solidarités, on l'a vu lors du premier confinement, on a eu une explosion des violences conjugales. Vous êtes présidente d'Égalité Ensemble. Ce deuxième confinement, ça vous inquiète ? Forcément, il y a des risques d'augmentation de violence. Mais je pense que cette fois-ci, il y a quand même une grande différence par rapport à la première fois, c'est l'ouverture des écoles. Et le fait qu'il soit possible, notamment pour les mères et les pères de famille, d'aller chercher leurs enfants à l'école, donc de sortir de chez eux pour ce motif-là, en plus des courses et des autres dérogations, il y a quand même beaucoup plus de liberté, je dirais, qu'au premier confinement. Et ça, c'est quelque chose qui va beaucoup aider, parce que c'est des soupapes. Et je pense que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la suite du déconfinement, peut-être qu'on a trop été confiant dans le fait que, voilà, on avait fait le premier confinement, alors maintenant c'est bon, on a bien endigué le virus. Est-ce qu'il n'y a pas une fonction de décompensation ? C'est-à-dire qu'en fait, à force d'avoir été confiné, est-ce que le résultat, puisque au final, le déconfinement n'a pas été tant que ça progressif, est-ce que le fait de déconfiner immédiatement, c'est pas ce qui a donné les situations qu'on a vues cet été, par exemple ? En même temps, moi, il a fallu soirées où on n'avait pas le sentiment que Mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, si on prend le cas de la Suède, où ils n'ont pas fait de confinement, les personnes ne font pas spécialement de fête chez eux. Ils sont beaucoup plus disciplinés, entre guillemets. Nous, j'ai l'impression qu'en France, on a besoin, voilà, vous êtes confinés, vous avez le droit de sortir pour tel motif, mais pas de vous réunir et tout. On a besoin que ce soit prononcé de façon officielle avec une attestation pour obéir, entre guillemets. Je veux dire, si globalement on s'était dit, voilà, on va pas voir trop les amis, on va être vraiment vigilant et que collectivement, au moment du déconfinement, on s'était peut-être un peu mieux, je dirais, tenu, on va dire ça comme ça. Voilà. Et moi, ce que je tiens quand même à dire, c'est que je suis passée à Paris au mois d'août et j'ai vu quand même des gens danser à côté de l'arrêt de métro République avec de la musique joue contre joue, sans masque, avec un petit panneau dictature sanitaire. Et là, je me suis dit, et je voulais passer pour prendre mon train, donc aller dans le métro, et il n'y avait pas moyen de ne pas passer au milieu de cette foule qui, était là et s'agglutinait. Quelques manifestations anti-confinement. Alors, je veux dire, à un moment donné, il faut bien comprendre quelque chose. La solidarité, c'est aussi de faire attention à ne pas diffuser ce virus. Voilà. Et donc, ça, c'est la première des solidarités qu'on doit avoir, c'est d'être attentif à ce qu'on fait, nous, en tant qu'individus. C'est une responsabilité individuelle et collective. Après, est-ce que ce type de réaction, c'est pas aussi des réactions de sidération d'une certaine manière ? C'est-à-dire qu'on est face à quelque chose qui est quand même complètement inouï, et on voit bien qu'il y a des personnes qui ont du mal en fait à simplement s'imaginer ce qu'on vit, et qui ont tendance, c'est la porte ouverte justement à tous les complotistes de se dire en fait on veut mieux nous contrôler, mieux nous enfermer, etc. Sauf qu'il y a quelque chose qui est complètement sidérant de cette histoire. Enfin, qui aurait pu imaginer à un moment donné qu'on aurait vécu confiné, sortir masqué comme on le fait là, demander aux gamins des choses, et c'est là que ça manque d'un discours aussi soutenant et au-delà de la dimension sécuritaire qui est amené. Je trouve que pour moi, il y a un vrai manque au niveau du traumatisme en tant que tel. Amine El-Khatmi, est-ce qu'on n'a pas fait un confinement pour rien, puisque nous sommes obligés de recommencer ? On ne peut pas dire qu'on a fait un confinement pour rien. On se souvient des projections du Conseil scientifique qui expliquait que s'il n'y avait pas de mesures radicales qui étaient prises en mars dernier, on partait sur 300 à 400 000 morts. Personne n'aurait supporté ça, le pays ne l'aurait pas supporté, vous imaginez 300 000 ou 400 000 morts. Donc évidemment, il fallait le faire, ça a eu des résultats, ça a permis de soulager nos hôpitaux. Là, manifestement, il faut reprendre des mesures, et en même temps, on sait bien qu'on ne peut pas reprendre les mêmes mesures que la dernière fois, parce que ça a été discuté à l'instant. On sait que sur les violences intrafamiliales,
sur le décrochage scolaire. Je veux dire, entre des gamins qui étaient avec papa, maman, profession libérale, ou enseignants, ou avec une bonne connexion Internet, dans une grande maison, avec des parents qui pouvaient suivre ce que la maîtresse ou l'enseignant envoyait par mail, etc. Et d'autres malheureux qui étaient dans des appartements avec 5, 6 personnes, papa, maman qui maîtrisent moyennement le français, un ordinateur vieux de quelques années, une connexion Internet défaillante. On sait bien qu'en termes voilà, et on a des chiffres très précis sur le pourcentage de décrochage, c'est-à-dire d'élèves que les enseignants ont perdu pendant le confinement et qu'ils n'ont même pas retrouvé après au déconfinement. Sur le plan économique, sur le plan... Bon, je ne vais pas vous faire la litanie, vous la connaissez mieux que moi. Donc, ça a eu des conséquences. Donc, il ne faudrait pas, j'allais dire, qu'il y ait plus de morts des conséquences du Covid que de la Covid elle-même. Donc, oui, protéger nos soignants, éviter qu'il y ait des saturations en réanimation, éviter que nos médecins aient à choisir, je dis n'importe quoi, entre intuber une personne âgée Covid et un accidenté de la route en réanimation parce qu'on n'aurait qu'une place pour 2. Donc ça, c'est important. Et en même temps, on ne peut pas replonger le pays avec les conséquences que ça a eu la dernière fois. Donc, je trouve cette ligne de crête qui est très difficile, faut se mettre à la place de ceux qui nous gouvernent. Moi, je vois des opposants donner des leçons de morale depuis les bancs de l'opposition, disant il y a qu'à Faucon, c'est pas bien ce que vous faites. Enfin, franchement, moi je suis pas macroniste, mais j'aimerais pas être à la place de Macron, de Castex, d'Olivier Véran, d'avoir à choisir chaque matin entre la peste et le choléra, entre 2 mauvaises décisions. Voilà, un peu d'unité nationale et faisons confiance à ceux qui nous gouvernent. Samuel, on va reparler d'unité, mais bon, écoutez, c'est magnifique. On a au moins un sujet qui vous lie. Le miracle. sur ces rassuristes. Moi, j'ai de la compassion pour le gouvernement là-dessus. Pourtant, effectivement, je pense que je suis encore moins macroniste que Katmi. Et franchement, j'aimerais pas être à leur place. Je trouve que c'est extrêmement difficile de prendre des décisions pareilles. J'ai envie de faire confiance au gouvernement sur ce sujet. Je pense qu'il ne faut pas leur mettre des bâtons dans les roues. J'imagine pas, sincèrement, quel serait l'intérêt économique, politique, idéologique, culturel, ce qu'on veut du gouvernement de confiner autre parce qu'ils y sont obligés. Donc, bien sûr que je trouve ça extrêmement dur. Mais est-ce qu'on peut se poser la question de ce qui a été fait entre les 2 confinements pour justement éviter... à un moment donné, moi, je suis le premier c'est pas aussi de notre responsabilité de se poser la question. Croire à la résilience collective, justement, sur les sujets de l'islamisme radical. Je le suis aussi sur la question sanitaire. Si la France doit se reconfiner, c'est parce que collectivement, d'abord, on ignorait les effets du froid sur le virus. C'est quand même ce que le Conseil scientifique nous dit, qu'il est parti beaucoup plus vite que prévu. Et c'est aussi parce qu'on a peut-être manqué de vigilance à certains endroits. Enfin, je ne crois pas qu'à un moment donné, le gouvernement... Alors, il y a un point quand même... Il y a une culpabilité collective. Il y a un point, moi, que je trouve intéressant, parce que nous, on n'est pas du tout engagés sur les questions sanitaires, ni sur la petite enfance, ni sur la question des femmes qui vont être encore exposées aux violences domestiques, etc. Ce que j'entends, c'est le manque de consultation. J'ai été marqué aussi par tous les chefs de parti de l'extrême gauche à l'extrême droite qui sortent du ministère de l'Intérieur en disant on nous annonce ça sans nous avoir consulté. Donc peut-être sur ce point, il y a une carence. Mais à vrai dire, même si les personnes avaient été mieux consultées, mieux impliquées, moi, j'ai pas envie de donner de l'énergie pour tirer à boulet rouge sur un gouvernement qui est quand même clairement en difficulté et qui en plus a tout à perdre, même d'un pur point de vue électoral. C'est-à-dire que mettre les gens en confinement, c'est pas une mesure populaire. Donc s'ils le font, c'est qu'a priori, ils y sont contraints. Mais en étant la 6e puissance mondiale, est-ce que c'est pas inquiétant de voir qu'à partir du moment où on a 3000 lits en réanimation qui sont occupés, et au final, on bloque quasiment le pays. Donc là, il y a quand même, alors là, c'est pas le procès d'Emmanuel Macron, mais il y a quand même un souci. On a été vanté pour notre si on sort de la seule question du confinement, j'espère que la crise sanitaire va nous apprendre que le néolibéralisme est un anti-programme politique. Ça, c'est clair, parce que aussi il y a le néolibéralisme. Sur certains sujets, comme la santé. Mais sur tous les sujets. Je veux dire, depuis que le néolibéralisme a été banalisé par le mandat Hollande et qu'il est repris par le mandat Macron x100, et qu'on normalise le capitalisme comme programme politique, en détruisant des lits, en fermant des places, etc. Là, en fait, ça rend notre capacité affaiblie pour répondre. Donc ça, je suis complètement d'accord. Et j'espère que les Français comprennent qu'il y a un lien direct entre notre fragilité sanitaire et le néolibéralisme. Mais c'est autre chose. C'est autre chose de faire le bilan. Il faudra qu'on le fasse. Et les élections arrivent à plusieurs échéances, donc on aura le temps de faire le bilan, de dire est-ce que le néolibéralisme est un programme de gouvernement pour un pays comme la France, que de dire le confinement c'est grave. Donc moi j'aurais envie de dire il faut soutenir l'unité nationale dans cette période de tension, c'est la priorité. Et puis ensuite on fera le bilan et personne n'est dupe. On en est là aussi parce qu'au pouvoir, on a choisi le néolibéralisme. C'est les Français qui l'ont fait. Est-ce que c'est qu'une question de néolibéralisme ou tout simplement l'État qui est le plus
mauvais employeurs qui existent, parce que les policiers sont pas contents, les pompiers sont pas contents, les soignants sont pas contents, les enseignants sont pas contents. En France, pour le moment, on vit en France. Il y a d'autres États qui ont réagi différemment. Oui, non mais on peut aussi peut-être faire le procès peut-être de nos gouvernants sans forcément faire le procès du néo-capitalisme. Oui, mais il faut le faire après, en fait. Je suis d'accord avec ça. Il faut faire le procès. Le après, c'est depuis mars là, donc à un moment. Il faut d'abord en sortir. C'est quand le après, quoi. En fait, il nous reste maximum 18 mois avec ce gouvernement, et en plus, il y a des régionales entre les deux théoriquement si elles sont maintenues. Donc en fait, il faut sanctionner dans les urnes quand on n'est pas d'accord. Mais ce que je veux simplement dire là, c'est que moi, j'invite quand même les membres de la grande famille de la gauche à calmer le discours sur le fait de démonter le gouvernement à ce moment-là, parce que ça fragilise l'unité nationale quand on en a besoin. Encore une fois, je reste cohérent. Il faut être uni quand il le faut. La France d'abord. Eh bien, écoutez, on revient dans un petit instant pour parler du Covid et des dernières mesures dans l'Actu Autrement. À tout de suite. L'Actu Autrement. 17h, 19h, l'Actu Autrement, avec Rosa Méziane et Malik Kétou sur Beurre FM. De retour dans l'Actu Autrement pour clore cette émission et cette dernière partie. À notre micro ce soir, Amine El-Khatmi, président du Printemps républicain, Arnaud Gallet, anthropologue et directeur de l'association Enfants Présents, Samuel Gibowski, cofondateur de Coexister et enseignant à Sciences Po, et Juliette Decauzan, cofondatrice d'Eurocratia et présidente chez Égalité Ensemble. Bon, je suis parfaite, j'ai dit tout comme il fallait. Alors, on était en train de refaire le point sur le Covid et les dernières mesures. J'aimerais qu'on revienne quand même sur les mesures économiques qui sont faramineuses et extraordinaires. Alors, l'État a annoncé un soutien total financier et moral. Donc, ils ont pris en compte la dimension morale. Alors, pêle-mêle, je vais un petit peu vous les citer. 10 000 € pour les entreprises jusqu'à 50 salariés. Idem pour les entreprises de la culture. On a également pour les indépendants 1 500 € par mois, donc qui formera un filet de sécurité, 6 milliards d'euros par mois de débloqués. Alors qu'avant, on était sur les 2 mois et demi, quasiment sur 6 milliards. Donc là, on triple quasiment le montant posé sur la table. Des exos de charges également pour les indépendants, pour les entreprises de 50 salariés, des PGE qui sont débloqués une nouvelle fois, des différés de remboursement qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. Ils ont demandé également à la Banque de France de ne pas mettre en défaut de paiement toutes les entreprises qui demanderaient ce différé. Il y aura également des prêts directs. Donc, si aucune solution de trésor, si les entreprises n'ont plus d'argent, des prêts directs, donc jusqu'à un demi-milliard, entre 10 000 et 50 000 € en fonction du nombre de salariés. Également des loyers à destination des bailleurs, donc avec un crédit d'impôt de 30%, enfin jusqu'à 30% d'un loyer qui sera versé. L'accélération également de la numérisation des entreprises, notamment sur le click and collect, donc faciliter les entreprises qui transformeraient un petit peu leur modèle économique. Une volonté aussi d'inciter le concitoyen à avoir des comportements de patriotisme consommateur. Le coût total envisagé, c'est de 15 milliards d'euros par mois pendant le confinement. C'est juste extraordinaire. Néanmoins, on annonce quand même 11% de récession du PIB français. Concrètement, on peut dire que là, le gouvernement fait le job. Moi, je pense que oui, c'est des aides qui sont quand même extrêmement importantes. Il faut aussi se dire que s'il y aura il y a une clause de rendez-vous dans 15 jours, si jamais nous avons bien réussi à enrayer, on va dire, la progression du virus, les commerces non essentiels pourront probablement réouvrir. Il y a déjà aussi des mesures qui permettent, on peut commander par exemple en ligne et aller chercher sa livraison. C'est le click and collect. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau par rapport au premier confinement où ça n'était que pour l'alimentaire et ce type de choses que c'était possible. Là, vraiment, il y a quand même une certaine ouverture. Il faut tenir le coup pendant 15 jours. Au niveau du respect de ce confinement et puis faire vraiment notre maximum pour soulager les hôpitaux. Je souhaitais aussi revenir sur ce qu'avait dit mon camarade concernant les services publics. Alors l'OMS classait la France en 2000 en première position sur la qualité des services de santé. Ça veut dire que depuis 2000 jusqu'en 2020, il y a eu une dégradation continue. Et ça n'est donc pas que Monsieur Hollande ou c'est quelque chose qui remonte à loin. Ça fait une vingtaine d'années. Que de façon que petit à petit,
petit à petit, il y a eu un rognage sur tout ça. Et là, quand même, il faut souligner voilà, le Ségur de la santé, un certain nombre d'éléments qui sont faits, une prise de conscience. Et j'espère voilà, que ça nous permettra peut-être de réévaluer le modèle. Oui, alors, la dernière fois qu'Emmanuel Macron a rencontré des soignants, ça s'est pas non plus ultra bien passé. Et ils sont pas, enfin, les augmentations de salaire, certains les attendaient encore et ils expliquaient que concrètement, à la fin du mois, ils souffrent à nos galets sur ces mesures économiques. C'est sans précédent. Et pourtant, est-ce qu'on arrivera à empêcher la casse sociale ? Moi, je pense que ça montre de toute façon l'ampleur même de cette vague-là, c'est-à-dire de ce que ça va entraîner au niveau de la société. Est-ce que ça va être suffisant ? Moi, je l'espère, en se disant, on voit bien quand même que les premières mesures qui avaient été faites au moment du premier confinement, quand même, ont permis d'atténuer la casse sociale par rapport à d'autres pays. Si on regarde ce qui s'est passé en Italie, en Espagne notamment, on voit que en France, il y a vraiment quelque chose qui est à défendre. Après, ce qu'on espère, bien évidemment, c'est que, en fait, la vraie question là-dedans qui se pose, c'est la durée. C'est toujours pareil. Il y a quelque chose qui est difficile. Et c'est là-dessus que je vous dis, encore une fois, pour moi, le reproche, c'est de se dire, bon, c'est bien de compenser économiquement. Et franchement, c'est fabuleux. Enfin, quand on voit les sommes qui sont annoncées, c'est quelque chose d'extrêmement important et qui, je pense, est à la hauteur des enjeux. Et là, pour le coup, je rejoins mes collègues en disant bien qu'on a bien besoin d'une unité nationale en ce moment. Et il faut éviter de se taper dessus sur ces questions-là. Moi, j'en reviens quand même sur cette question en me disant, si je fais le lien également au niveau de la santé, on voit bien qu'en France, on est dans l'incapacité, même de manière générale, de penser en termes de prévention au niveau de la santé et autres. Et donc, ça veut dire, dès qu'on est face à un phénomène de cette ampleur-là, la seule chose qu'on a, au bout d'un moment, c'est une occupation de lit, etc., sans être en capacité même de sensibiliser. Aujourd'hui, je pense, moi, ce qui manque, par exemple, en termes de sensibilisation, est-ce qu'on forme suffisamment ou on informe suffisamment sur la manière dont on porte un masque, dont on doit... au niveau, je dirais, C'est Sibeth Ndiaye qui avait été moquée parce qu'elle avait dit les Français savent pas porter de masque. Était peut-être précurseuse. On voit que le président lui-même, des fois, a du mal à le mettre, a priori. Donc c'est Quand que... on parle, il tombe. C'est vrai. Non, mais je pense qu'il y a une éducation à la santé. Je tiens quand même à dire qu'à l'éducation nationale, puisque bon, j'enseigne quand même dans des classes, on a fait des cours spécialement sur comment mettre le masque, comment faire les gestes sanitaires auprès des élèves, auprès des enseignants. On a eu un cours, les élèves ont eu un cours là-dessus, il y a des rappels. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en tout cas au niveau des services publics de l'éducation nationale, l'information auprès des élèves est passée. Mais les parents, il y a des parents. C'est-à-dire je suis d'accord que les élèves, ça passe, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que pour moi, il y a une dimension, ça rejoint la question dont on parlait tout à l'heure très rapidement au niveau de l'accompagnement à la scolarité. À la scolarité aux sorties scolaires, on peut imaginer qu'il y a un service spécifique. On peut se dire aussi que l'intérêt pour des familles de venir participer, par exemple, à des sorties scolaires, c'est aussi évidemment d'avoir accès à une partie de d'avoir accès à la culture là où ils y vont pas forcément, naturellement les personnes n'y vont pas. Et je pense que de la même manière, s'il n'y a pas de sensibilisation auprès des parents, pour moi, sur les gestes barrières en tant que tels, il y a combien de familles, nous on le voit sur des situations de familles qui sont en situation de précarité, qui se partagent les masques encore aujourd'hui. Nous, on donne des masques aujourd'hui. On a des fondations. Mais c'est là-dessus que j'interpelle. On a des fondations. On a des fondations. Dingue quand même. On a des fondations qui nous donnent des masques. Des fondations. Enfin, en France, on a des fondations qui nous donnent des masques. Et quand je discute avec elles, elles me disent, notamment la fondation de l'Académie de médecine, enfin, franchement, que je remercie infiniment. On a des dons de masques incroyables, 10 000 masques, 20 000 masques, etc., qu'on distribue aux familles parce qu'ils se partagent des masques, bon sang, en se disant, mais on donne pas donc suffisamment de masques, notamment aux plus démunis, pour qu'ils soient en capacité de se protéger. Et à côté de ça, on va dire, oui, mais alors les gens, en fait, ils sont pas assez responsables. Enfin, il y a tout ce discours. C'est là-dessus que j'ai du mal. Moi, je me dis, à un moment donné, il y a quelque chose vraiment qui est de l'ordre. C'est un peu plus compliqué et c'est un aveu d'échec. Mais il y a l'ancien directeur général de la santé qui prenait la parole récemment sur un plateau de télé, qui disait bien, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un aveu d'échec des politiques de santé publique. Pourquoi ? Parce qu'on est incapable de penser en matière de prévention. Et je pense que réellement, de ce côté-là, alors même si bien sûr c'est dramatique ce qui se passe, mais je pense qu'il a entièrement raison. Et sur plein de sujets, on le voit bien. En France, c'est sûr que pour réparer, si j'ose dire, on a de bons éléments. Mais pourquoi attendre de se retrouver dans une situation, évidemment, qui gèle complètement le pays, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas en capacité, au bout d'un moment, par exemple, d'avoir des stocks en amont de masques ? Enfin, c'est un fiasco, cette histoire-là. Ils sont fabriqués où, ces masques ? On le sait. On a vu ce qui s'est passé. On a tout délocalisé. Les chaînes de valeur ont été délocalisées. Donc, c'est évident que... mais là, on en a, par exemple. Mais maintenant, on en a, mais
ce que je veux dire, d'ailleurs, c'est ça qui change aussi entre peut-être le premier et le deuxième confinement, c'est qu'on est vraiment davantage préparé. Aujourd'hui, on a le matériel, on a bien tout. On a bien compris aussi que les masques étaient utiles. Sur les lits de réanimation, pas sur l'équipement en réanimation. Voilà, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Mais c'est-à-dire qu'au niveau préventif, on a quand même les masques, tout ça maintenant, c'est quand même plutôt bien. Peut-être pas tout le monde, mais en tous les cas, c'est mieux qu'au premier confinement. Donc, je pense que c'est déjà davantage positif. Il faut se dire, il faut avoir quand même de l'optimisme là-dessus. Hein. Il y a sans doute des difficultés. Je crois totalement ce que vous nous dites. Après, faut quand même, faut pas. C'est pas majoritaire. Globalement, ça se passe bien parce que les collectivités locales, notamment les mairies, la région Île-de-France a énormément distribué. Les régions énormément distribuées, les départements, les villes via les CCAS, les centres communaux d'action sociale. Donc aujourd'hui, vraiment, il y a sans doute des ratés. À l'échelle d'un pays de 67 millions d'habitants, vous trouverez toujours un endroit où il n'y en a pas eu, ou des gens qui n'avaient pas de masque. Mais on peut globalement dire que les choses ont été bien faites. Et vous parliez des chiffres tout à l'heure sur la relance économique. Je veux dire, d'un point de vue social, ce qui a été fait, c'est extraordinaire. Mais là aussi, évidemment, il y a des gens qui vont perdre leur job. On va sans doute avoir une vague Alors là, sociale. On renouvelle pas les demandeurs d'emploi qui percevaient des indemnités qui arrivent en fin de droit. On renouvelle pas. Donc là, on a énormément de gens qui vont arriver au RSA. Ouais. Donc la case sociale commence aussi. Elle va commencer. Après, il y a quand même des mesures qui ont été prises. Je veux dire, la France a été, dans le monde, l'un des pays qui a vraiment ouvert les vannes le plus possible. Je veux dire, les 1 500 €, le chômage partiel, les aides. Alors après, j'entends parfaitement que le petit restaurateur, le petit artisan qui est en train de voir son affaire couler parce qu'il a fermé 2 mois, puis là il repart pour 2 mois, qui se disent mais moi on m'a pas aidé ou on m'a pas. J'entends que ce soit pas entendable précisément pour lui, mais globalement quand même. L'État a accompagné les familles, a accompagné les Français. Il y a une question de compréhension, c'est-à-dire qu'on peut se mélanger dans un Leclerc ou un Auchan, mais on peut pas aller sur rendez-vous chez le coiffeur, par exemple. C'est l'exemple qui était donné par un animateur de radio ce matin qui disait, écoutez, moi j'ai mon cordonnier, alors il va chez le cordonnier, c'est son truc, qui a une échoppe, une petite boutique de 25 mètres carrés dans Paris, il nous reçoit un par un. Il comprend pas que lui on le ferme, alors que le Auchan, le Carrefour ou le centre commercial de la Défense là-bas avec 200 boutiques ou avec des centaines de mètres carrés, des milliers de mètres carrés, eux sont. Les boutiques seront fermées. Mais les boutiques, Auchan, Carrefour, etc. En l'occurrence, la Défense, c'est un Auchan. Oui. Mais ils comprennent pas. Et en même temps, vous pouvez pas commencer. Si vous commencez à faire des exceptions au prétexte que lui, il a que 25 mètres carrés ou 30 mètres carrés, il y a un moment, une règle, elle peut être injuste. Voilà, mais il faut qu'elle s'impose à tout le monde. Et c'est dur, c'est difficile. C'est difficile pour les jeunes. Le président de la République l'autre jour disait. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Puis il y en a d'autres qui immédiatement lui répondent oui, mais enfin c'est moins dur qu'en 14 ou en 40 en France. Je crois pas que ce soit comparable. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez 500 000 jeunes qui arrivent, qui ont fini leur cursus, qui sont diplômés, qui arrivent sur le marché de l'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Vous avez des milliers de jeunes qui bossaient, qui avaient des jobs d'été habituellement pour financer leur année scolaire. Ils n'ont pas eu de job d'été cette année. Alors en plus, on leur dit voyez plus vos copains, n'allez pas chez mamie, peut-être que Noël, vous le ferez tout seul à la maison avec papa, maman. Oui, c'est pas simple. Donc je veux pas non plus culpabiliser les jeunes, parce qu'on a eu des discours quand même, oui, tous ces jeunes irresponsables, regardez la fête de la musique, cet été, ils étaient sur les plages. Bon, ils ont envie de vivre aussi. Je veux dire, à 20 ans, 25 ans, vous avez un peu envie de profiter de la vie. Donc voilà, tout ça n'est pas simple et j'espère qu'on va s'en sortir rapidement. Avec autant de milliards pour finir, Samuel, certains entrepreneurs me disaient ce matin, c'est pas tant le fait d'avoir des aides, c'est le fait de vivre un deuxième confinement qui nous sera fatal. Même si on pose énormément d'argent sur la table, est-ce qu'on est prêt après une crise sanitaire, après une crise sécuritaire, à vivre une grosse crise sociale sans précédent, comme on a pu le connaître après la crise des subprimes? Est-ce qu'on arrivera à se relever de tout ça? Je pense qu'encore une fois, il faut distinguer la question du confinement. C'est une question là où, au vu de la circonstance, on est obligé de le faire en l'état.
et qu'il va falloir l'affronter collectivement et qu'il y a beaucoup de ressources, notamment, qu'on a évoquées pour s'en sortir. Après, derrière, il y a la question du modèle économique global de la France. Le modèle économique des entreprises, tant qu'il repose aujourd'hui sur la lucrativité à court terme, qu'il est basé sur des éléments qui détruisent l'environnement, qui détruisent le lien social, l'égalité, etc., forcément, on a des problèmes en chaîne. Donc, il y a un modèle économique de société. Vous avez évoqué plusieurs fois que j'étais enseignant à Sciences Po. Moi, ce que j'enseigne à Sciences Po, ça n'a rien à voir avec notre débat principal là, sur la laïcité tout à l'heure, c'est l'économie sociale. Je suis prof d'économie sociale. Convivencia, mon entreprise, est une entreprise sociale et donc je crois profondément que l'économie sociale et solidaire, qui représente 12% du PIB en France et en Europe, doit absolument prendre davantage de place parce que c'est un modèle économique qui est plus résilient et qui ne va pas en fait courir après les problèmes qu'il a générés. Et qui est aidé aujourd'hui. L'ESS ? Oui. Pas du tout, vous rigolez ? Pas du tout, au contraire. C'est tout ce qui a été mis sur la table, c'est pour soutenir... Déjà retiré, mais surtout ça a été pour soutenir l'économie capitaliste de marché principale. Au contraire, puisqu'il n'y a pas d'éco-conditionnalité, puisqu'il n'y a pas de... sur la French Tech, on soutient que les entreprises de la tech. Parce que fiscalement, fut un temps, ils bénéficiaient d'allégements à la base des entreprises d'insertion. Il y avait quelques associations d'ESS. Oui, mais ça, c'est d'abord... Ça dépend de leur statut juridique. C'est pas forcément des sociétés commerciales, c'est plutôt pour les assos. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses qui ont été retirées. La fin de l'ISF, la fin du mécénat qui a été déduit à 60%, maintenant qui n'est plus déduit, etc. Donc non, l'ESS, c'est plutôt une période où elle est en très grande difficulté pour s'en sortir. Mais il y a un deuxième modèle économique qu'il faut changer, c'est celui de l'État. Si l'État veut maintenir un niveau de dépenses aujourd'hui qui est autour de 390 milliards chaque année d'argent à sortir dans ses charges, alors que dans les produits, il y a 100 milliards de moins, et qu'on ne veut pas courir après un déficit, d'abord, il faut faire péter la règle des fameux 3%, qui n'a aucun sens, parce que le budget de l'État, ce n'est pas le budget d'un ménage. Et ensuite, il faut absolument inventer d'autres formes de ressources pour l'État. Il y avoir une lutte agressive sur l'évasion fiscale, et puis sur l'égalité femmes-hommes, puisque c'est un sujet qui pourrait nous rassembler ici, on pourrait être beaucoup plus punitif, beaucoup plus radical sur les entreprises. Il y a un index de l'égalité professionnelle qui a été mis en place il y a 3 ans, qui permet de mesurer sur des critères objectivables et donc vérifiables le niveau d'égalité dans les boîtes. Au bout de 3 ans, l'État avait dit on va faire des bonus et des malus. Ok, mais alors maintenant les malus, il faut faire des bons gros malus bien sales, des vrais gros malus qui vont faire payer les entreprises, mais vraiment, mais violemment quoi. Et là, il va y avoir du cash qui va rentrer où l'entreprise elle a pas d'excuses. Comme ça, c'est magnifique. On utilise un peu comme la lutte pour l'égalité pour avoir derrière des ressources pour faire autre chose. Parce que s'il y a des vrais malus qui sont imposés, on a des nouvelles ressources. Et on ne peut pas dire qu'on veut que l'État mette plus d'argent sur la table s'il n'y a pas de plus d'argent qui rentre. Parce que même si l'État n'a pas un budget qui est comparable à celui d'un ménage, il faut quand même qu'il équilibre son budget. Donc si on veut plus de charges, ce à quoi je suis favorable, il faut que l'État ait plus de produits. Donc plus de produits, il faut inventer des nouveaux produits. Ou moins de dépenses. Donc c'est peut-être non, moi je suis plutôt favorable à ce qu'il y ait plus de dépenses, mais bien sûr. Parce que quand on est sur un ménage, on peut essayer on peut faire les deux. Non, mais là, l'État a besoin de faire plus de dépenses, puisque les dépenses actuelles sont toutes indispensables. On dit qu'il faut baisser les dépenses de la défense. D'accord, les gens ont pas regardé l'armée en Chine et en Russie dans ce cas, parce que si on baisse le niveau de la défense en France, on est dans la merde. Donc il faut maintenir le niveau de dépenses actuel, il faut même l'augmenter, mais il faut augmenter les produits. Et il y en a. Augmenter les produits, c'est retaxer les 1%. Mais on est déjà le pays qui taxons le plus. Enfin, vous avez vu ce qui s'est passé, on a voulu retaxer l'essence. Et on a eu les gilets jaunes pendant 1 an. Donc faut faire attention peut-être. Non, mais on est bien d'accord, mais quand je dis taxer, c'est taxer les personnes qui peuvent être taxées. Puis surtout, il ne faut pas taxer que le travail, il faut taxer la réalité des ressources des gens. Ils sont déjà pas mal taxés. Les personnes. Taxés, alors, je parle pas des individus, là je parle des grandes entreprises, je parle des 1% les plus riches. Vous avez lu le rapport Oxfam sur les écarts de richesse en France. Aujourd'hui, il y a un séparatisme dont on ne parle pas. Les riches ont fait sécession. C'est un rapport de la Fondation Jean Jaurès. C'est vrai. C'est vrai. On n'est pas d'accord là-dessus. Je suis surpris parce que vous êtes mélanchoniste, Samuel. Mais pas du tout. Touche à sa fin. Fondation Jean Jaurès. Si vous me dites que c'est mélanchoniste, merci à nos les invités riches ont fait sécession, c'est pas moi qui le dis. Merci à nos invités de ce soir, Amine El Khatmi, Arnaud Gallet, Samuel Jowiski et Juliette de Cauzan. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur beurrefm.net. À la semaine prochaine en compagnie de mon très cher Malik Yetou que je rejoins immédiatement. Vendredi, même heure, même fréquence, l'actu autrement, 17h sur Beurre FM. À la semaine prochaine. Retrouvez l'actu autrement tous les vendredis de 17h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.